Salut tout le monde, bienvenue au Simon Says Show. Aujourd'hui, j'ai Jacob Hamel sur le podcast. C'était une conversation insane. On a parlé, en tout cas, j'ai hâte de la réécouter moi-même juste pour comme faire un topo de ce qu'on a parlé. On a parlé d'entraînement, de mindset, de pourquoi on a des patterns qui viennent probablement de l'ère préhistorique avec notre cerveau reptilien sur plusieurs situations émotionnelles qu'on vit dans notre vie. On parle aussi de progression en entraînement plus vers la fin du podcast. On a pris une pause à mi-podcast parce qu'effectivement, à un moment donné, on était vraiment comme on s'est perdu dans nos sujets puis c'était vraiment, vraiment fou. Time flies. J'espère que vous allez adorer l'épisode. Jacob était vraiment quelqu'un d'intéressant. C'était ultra instructif comme épisode. Donc, sur ce, bonne écoute. C'est bon. En fait, on devrait starter direct parce que je fais tout le temps ça puis à chaque fucking fois, je suis comme si on aurait dû commencer là, on a dit quoi d'intéressant, là, il va falloir que je le coupe. Ok. Jacob, bienvenue sur le podcast. Merci beaucoup, merci de ton invitation. Take two. Oui. Ça fait, je pense qu'elle était le premier invité sur le podcast. Est-ce que tu le deuxième? Ouais, quelque chose dans le même, premier ou deuxième. Je me souviens plus. Je me rappelle aussi que c'était vraiment scripté de mon côté, là. Que c'était très genre, OK, là, faut que je pose une question ici, là, puis là, faut que je... Ça a évolué un petit peu depuis. Je sais pas si tu en as écouté récemment des podcasts, mais j'essaie de rendre ça un peu plus comme une conversation, savoir ce qui se passe dans ta business, catch-up. Je sais qu'on se voit quand même fréquemment à cause qu'on se croise souvent au gym, mais pour les gens qui savent pas, on te suit beaucoup sur les réseaux sociaux, tu es très actif. Mais qu'est-ce qui se passe avec Jake ces temps-ci? Qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, pas grand-chose de nouveau, je te dirais. Tu sais, des petits ajouts avec Quantum Training, un cours en... programme, là. Ouais, exactement. Un cours en ligne qu'on a sorti, une formation 100% en ligne, des formations qui s'en viennent aussi, que je donne pour former les entraîneurs. Puis en fait, continuer, qu'est-ce qu'on fait présentement, d'aller aider le plus de monde possible. Tu sais, j'ai un objectif de monde que je veux aider au courant de l'année prochaine. Donc, c'est pas mal ça, je te dirais. Rien de très nouveau, mais une continuité puis des ajouts de produits qu'on travaille ensemble, justement, là, des 2 minutes quantum, des affaires qui sortent bientôt. Là, je pense que c'est intéressant la manière dont tu as approché ça. J'ai aimé les termes. Je sais pas si tu t'en es rendu compte, mais tu as un nombre de gens que tu veux aider pour l'année prochaine. Est-ce que c'était de conscience que tu as dit ça? Ou c'était... Ouais, ben en fait, c'est un... Je me mets comme objectif, oui, des objectifs monétaires, oui, des objectifs de vente, etc. Mais je me mets aussi des objectifs de personnes que je veux aider parce qu'au bout de la ligne, ma business, c'est d'aider le plus de gens possible puis de changer le monde de l'entraînement au Québec. C'est ça notre mission avec Quantum Training puis mes formations puis tout. Donc, c'est ça. Fait que je calcule aussi mensuellement le nombre de clients que j'ai et de monde que j'ai aidé. Et c'est ça. Fait que dans le fond, c'est de faire connaître la bonne nouvelle. Ouais, c'est ça. Quantum de faire Training. passer la bonne nouvelle. Exactement. C'est quand même drôle c'est quelque chose qui est inusité, surtout en affaires. Je veux dire, tu regardes des podcasts américains ou des situations, des business ailleurs dans le monde, puis tu parles en KPI. Les gens, pas toi nécessairement, mais les gens vont parler en indicateur clé de performance, pour ceux qui ne savent pas ce que KPI veut dire. Puis c'est quantifiable, dans le sens que oui, les humains, c'est quantifiable, mais c'est pas souvent une métrique que tes actionnaires vont aimer entendre. Combien de gens on a aidé? Non, c'est quoi les profits, c'est quoi les pertes, c'est quoi les bénéfices nets et tout. Mais je trouve que c'est une très bonne, de mon point de vue, là, je trouve que c'est une très bonne idée pour acheter de la valeur à ta business quand tu penses en capital humain. J'avais jamais entendu ça, puis honnêtement, c'est un peu, je pense, ma philosophie aussi là, avec SP, c'est que je veux vraiment m'assurer qu'on accompagne les business, qu'on travaille avec elles, puis que ça rapporte pour eux selon leur objectif précis à leur business. Mais non, very nice, very, very nice. Tu sais, je pense que aussi, t'as beau avoir une business, mais il y a un côté humain à tout ça. Puis, tu sais, moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus gratifiant que quelqu'un qui t'arrête, t'es au resto ou whatever, qui est comme « Hey, j'aime vraiment ça, ce que tu fais. » Puis qui te remercie de l'avoir aidé X, Y, Z par le contenu que j'ai mis sur les réseaux sociaux, whatever. Donc, moi, je drive beaucoup à ça. Le monde qui m'écrit, tu sais, fait que dans le fond, c'est d'aider le monde, oui, qui paye pour mes services, pour nos services, mais c'est aussi d'aider le monde, la communauté en général du fitness. Tu sais, si je peux aider quelqu'un qui n'a pas nécessairement les moyens de s'engager un coach, mais que éventuellement, peut-être que s'il y a de l'argent, il va venir me voir, mais le but, c'est plus d'aider le monde, parce qu'au bout de la ligne, tu sais, c'est ça qui est plus gratifiant que de faire peu importe de l'argent au bout du mois, personnellement. C'est ça qui me drive le plus. Est-ce que tu es dans cette philosophie-là que d'être de service, c'est plus payant que tout le reste? Bon, 100%. C'est qui avait entendu qui avait dit ça? Il me semble que c'est quelqu'un, un philosophe ou dans les... J'ai un blanc, j'essaie de le trouver là, pour après le podcast, mais
j'avais entendu dans un podcast que quelqu'un avait interviewé quelqu'un puis il parlait justement que d'être de service, c'était la première valeur qu'il cherchait chez un entrepreneur quand il voulait investir dans une compagnie. Tu sais, cette personne-là est un investisseur. Puis elle disait, si la personne n'a pas à cœur d'aider son customer, sa personne à qui elle rend service, que ce soit comme tu as mentionné directement ou indirectement par les connaissances que tu fais juste partager. Tu sais, les gens ils s'en rendent pas compte que tu fais beaucoup de stock gratuitement. Hein? Tu sais, puis c'est quasiment pris pour acquis, on dirait, avec les médias sociaux, puis l'air de genre, OK, mais là, je cherche quelque chose, je vais le trouver, puis c'est lui qui va me le donner. Mais tu sais, il n'y a pas de transaction monétaire là-dedans. C'est juste toi qui décides de comme, partager ton knowledge, puis on va voir ce que ça donne dans le long terme. Tu sais, c'est... Ben, moi, je crois fortement que j'ai bâti ma business là-dessus de donner du contenu gratuit, donc... Donc, c'est ça, tu sais, moi, je pense que... Puis c'est drôle parce que je me suis fait écrire souvent au courant des 5 dernières années que je mets du contenu gratuit sur les réseaux sociaux comme « Hey, tu devrais pas faire ça, tu donnes tout ton contenu gratuit, blablabla. » Puis ce monde-là, il était entraîneur, il y avait des pages, whatever. OK. Puis je sais même plus s'ils font ça à cette heure, tu sais. Fait que c'est drôle de... C'est une valeur clé, hein? Ouais, exact. Là, le monde, il pense que faut que je garde pour moi. Puis le monde, je pense qu'il y a beaucoup d'ego dans une business. Puis je dis pas que. Je travaille fort pour enlever l'ego parce que je crois fortement que ça apporte rien de bon. Parce qu'il y a une différence entre avoir de la confiance en soi et de l'ego. Puis ça pourrait être une autre discussion. Là, mais si tu as de l'ego puis tu te dis, hey, moi, ce que je sais, ça vaut quelque chose. Puis c'est pas vrai que je vais donner ça gratuit au monde. Puis tout ça, tu sais, ça marche pas de même. Puis je crois fortement que tu as beau donner tous les conseils au monde. Le monde, ils vont pas nécessairement l'appliquer puis ils vont pas nécessairement comprendre comment tout ça va ensemble. T'sais, si je donne un conseil sur l'entraînement, sur la nutrition, mais il manque quand même des bouts que seulement quelqu'un qui a de l'expertise. C'est comme tu as beau donner des conseils, tu devrais, ta page Instagram, tu devrais faire ça, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, mais si j'ai pas de plan fixe à suivre, puis j'ai pas aussi que je dois quelque chose au bout du mois à quelqu'un. Le sentiment d'accountability, c'est tellement gros, là. Exact. C'est très, très gros, effectivement. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je trouve ça vraiment important d'avoir un coach, un mentor, quelqu'un qui t'aide dans toutes les sphères de ta vie, que ce soit l'entraînement, le business, le mindset, etc. Parce que de devoir quelque chose à la fin du mois à quelqu'un, c'est vraiment fort comme sentiment, tu sais. Fait que tu veux pas le décevoir, tu veux progresser, tu payes pour ça, tu sais. Fait que ça, c'est quelque chose que tu peux pas avoir gratuitement sur les réseaux sociaux puis sur Internet. Fait que, c'est ça. Comment est-ce que tu t'éduques, toi, au niveau de tes mentors? Parce que j'imagine que c'est plus en ligne de ton côté, au niveau des connaissances que tu vas aller chercher, des choses comme ça. Pas tant, dans le fond. C'est vrai, t'as rien de Californie récemment. Ouais, exact. T'sais, j'ai fait une 50aine de formations dans les 10 dernières années. J'ai été en Californie, justement, 2 fois. À Chicago, à Toronto, beaucoup au Québec aussi. Là, le 17-18 novembre, je fais une autre formation qui va être à Montréal avec Christian Thibodeau, qui est un expert en entraînement. Nice. J'essaie juste de... Tu sais, je crois fortement que les connaissances, ça se paye. Puis, tu sais, j'ai investi presque 100 000 $ en formation, tu sais, mais ça m'est toujours revenu, par exemple. Parce que l'affaire, c'est que j'ai un edge sur bien les coachs parce que j'ai des connaissances qu'eux, ils n'ont pas. Parce que moi, j'ai eu le guts de payer pour ça. Puis, c'est pas vrai que tu peux... Tu sais, le monde sont comme, j'ai lu les affaires en ligne de Charles Poliquin, je connais ça. Non. Il met à peu près 2% de ce qu'il connaît, là. Tu sais, va passer une fin de semaine avec, va passer 10 jours avec, whatever. Tu sais, fait que ça me ferait que le monde il pense que c'est juste ça, tu sais, qu'on met tout sur les réseaux. Exact. Non, c'est pas de même que ça marche, tu sais. Puis plus t'en sais, plus tu te rends compte que tu sais rien, puis plus tu te rends compte que... Tu sais, il y a certaines personnes, t'es comme, il a l'air de connaître ça, mais quand tu rentres dans ce qu'il connaît vraiment, t'es comme, oh shit, OK. Il connaît vraiment ça, tu sais. Stéphane Cazot, c'est un de mes mentors en entraînement. Il a un background vraiment, vraiment sharp, puis il est rendu en Californie présentement. Puis depuis 2012 que je fais des formations avec lui, j'étais comme, il connaît ça, Stéphane, il connaît ça. Mais dans les 2 dernières années, j'ai été passé 4-5 jours avec lui en Californie, puis je me suis vraiment rendu compte, j'étais comme, OK, shit, c'est un autre niveau de ce que je pensais qu'il savait, tu sais. Okay. Fait que c'est ça, je pense, c'est vraiment important d'aller voir le monde à la source, de payer pour les informations qu'ils vont te donner, mais ça va changer bien les affaires, tu sais, puis tu vas apprendre plus, puis toi, tu vas faire plus d'argent au bout de la ligne avec ça, fait que... Est-ce que tu penses que c'est genre l'investissement à long terme, que les gens sont pas capables d'aller juste comprendre la valeur quand ils commencent dans une relation, pas nécessairement une relation de mentorat, choses comme ça, mais juste quand tu veux aller chercher du knowledge? Tu sais, il y a beaucoup de... Je donne un exemple, Gary Vee, OK? Si tu vas à New York ou à Londres dans ces Digital 4D, je sais pas trop quoi, Digital Deep Dives, c'est 10 000 $ par jour. Mais comme, tu sais,
je vois la personne à droite qui est comme, ouais, mais il dit toutes ses affaires gratuitement sur YouTube, mais il y a le 10 000 par jour. Pourquoi? C'est quoi la différence entre les deux? Je trouve qu'en termes de, ça c'est mon opinion, là, mais en termes de communication entre la valeur de un et de l'autre, elle n'est pas assez grande pour que les gens puissent comprendre. Parce que je pense, de mon point de vue, que ce soit dans n'importe quelle industrie, représenter ce que ton expérience vaut, c'est difficile, surtout quand tu es la personne qui essaie de l'exprimer. Tu sais, on regarde ton contenu, par exemple, tu drops du knowledge. Moi, je m'en rends compte parce que on travaille ensemble, mais je me rends compte que entre deux phrases, tu vas dire quelques termes qui ont un lien avec quelque chose que tu avais déjà dit plus tôt, puis que j'imagine, j'ose croire, en tout cas, quand tu rencontres quelqu'un hors ligne, tu peux tout comprendre la mécanique de sa réflexion, puis comment il pense, comment il est arrivé à ça. Des gens qui sont experts dans leur domaine, ce que je me rends compte, c'est qu'ils sont crazy accros à apprendre des nouvelles affaires comme ésotériques, puis genre qui viennent vraiment de des places ailleurs dans le monde. Mais ça, c'est des anecdotes, c'est des expériences. C'est pas quelque chose qui va être « OK, aujourd'hui, je vous parle de mécanisme d'hypertrophie. Tu sais, c'est comme... C'est deux choses, j'ai l'impression. Comment tu penses qu'on pourrait mieux représenter l'expérience que quelqu'un a vécue au travers peut-être le contenu, au travers peut-être des formations, des choses comme ça? Ben, je pense que, comme on avait fait en Californie la dernière fois, on avait vlogué pendant... tous les jours qu'on était là-bas, documenter le processus. Je pense que c'est la meilleure manière de filer de qu'est-ce qui se passe vraiment. J'aime bien faire un petit résumé aussi des 10 choses que j'ai appris. Puis que... Pour toi-même? Ouais, exact. Okay. Mettons que je fais ça depuis vraiment longtemps parce que ça, c'est quelque chose qu'un autre de mes mentors, Charles Poliquin, il faisait toujours après les formations. Puis entre les breaks, c'est tu dis 10 choses que tu as apprises. OK. Fait que 10 choses que tu as apprises, soit dans la journée, whatever. Puis là, dans le fond, on faisait un résumé de ça. Puis là, toute la classe discutait des choses qu'on avait appris, tu sais. Et je pense que c'est une des meilleures choses pour être sûr d'avoir bien compris puis de maîtriser. Parce que, tu sais, moi, je crois qu'on retient à peu près 10 à 15 % de ce qu'on entend. Fait que, sauf qu'on retient beaucoup de ce qu'on enseigne. Donc, de redire les choses que tu as compris, ben c'est comme si tu l'enseignais à quelqu'un. Ouais, je comprends. Tu crées des pathways de genre de compréhension par rapport à des concepts qui étaient plus abstraits quand tu les as entendus. T'sais. Exactement. Fait que je pense que la meilleure façon d'apprendre, c'est que tu écoutes, tu écris, puis tu l'enseignes après. Fait que moi, dans le fond, toutes les fois que je finissais un séminaire, j'écrivais sur Facebook 10 choses que j'ai appris, mon expérience un peu, qu'est-ce que j'ai trouvé cool. Fait que, tu sais, je pense qu'à part ça, il n'y a pas vraiment d'autres moyens de mettre l'expérience, à moins que tu aurais une autre idée de ce côté-là. Non, honnêtement, je pense que tu as soulevé deux bons points. L'aspect de communiquer l'information puis l'aspect de documenter. Parce que, tu sais, quand tu documentes quelque chose, je donne un exemple, on va faire mettons qu'on fait un podcast, par exemple. Là, théoriquement, on se parle en ce moment, mais quand on va regarder le vidéo par la suite, on va faire « Ah, on a parlé de ça, puis crime. » Tu sais, là, on parle d'idées, on va de sujet en sujet, tu sais. On pourrait aller vraiment deep dans un sujet, puis après ça, deep dans un autre, mais rarement les conversations vont se passer comme ça. C'est plus des gems, tu sais, des petites perles rares que tu vas genre spotter dans les conversations, que tu vas comme « Ah, là, j'aurais aimé ça aller plus en détail là-dedans. Mais en le regardant après, on va sûrement s'en rendre compte. Là, c'est comme que, tu sais, c'est de la documentation. Là. Tu sais, on enregistre des choses dans le temps que dans 10, 15, 20 ans, on espère que YouTube va être encore là, tu sais, pour hoster nos choses. Mais je pense que c'est ça. Je pense que c'est, comme tu as mentionné, tu sais, c'est un processus de documentation, mais aussi un processus d'analyse de ce que tu fais. De prendre la perspective. Récemment, je regarde un petit peu ma situation. J'ai comme été face à être trop focus dans ma business, ce qui m'a empêché de prendre la perspective. Puis je l'entends tout le temps que tu dois reculer, tu sais, tu dois être outside of the box pour penser inside. Tu sais, toute cette espèce de philosophie-là que genre... Parce qu'il y a tellement d'informations. Il y a tellement d'informations qu'on se fait bombarder à tous les jours, de toutes les sphères, que je pense que d'assimiler tout sur une base quotidienne, c'est quasiment impossible. Fait que, comme tu as mentionné, c'est drôle ce que tu as mentionné. Tu as mentionné que tu notais tes 10 choses puis tu les remettais sur Facebook. Fait que déjà, ton réflexe était d'éduquer publiquement les gens. Tu n'étais pas comme « je connais tout, je sais tout ». Tu étais genre « voici ce que j'ai appris, si ça peut t'aider, tant mieux ». Est-ce que tu as toujours été comme ça? Dans ton enfance, de où ça a le spark, cette espèce de... Ouais, de teacher vibe-là. Je pense que c'est aussitôt que je me suis mis à connaître plus le monde de l'entraînement. Peut-être. Dans le fond, ça fait 10 ans que je fais ça, mais j'ai tout le temps aimé ça, enseigner au monde, puis montrer les affaires au monde, puis partager ce que je sais. Et c'était vraiment quand j'ai commencé
en apprendre plus sur l'entraînement parce qu'avant, j'avais pas vraiment de quoi, je pense, je pouvais parler parce que je connaissais pas grand-chose. Fait que, et là, c'est juste me suis rendu compte que le monde était comme « OK, c'est sharp, qu'est-ce que tu fais? C'est sharp. » Quand tu as eu du feedback. Ouais, quand j'ai commencé à avoir du feedback, quand j'ai commencé à montrer des affaires au monde, faire les programmes d'entraînement quand j'étais plus jeune puis tout ça. Fait que c'est vraiment là que je pense que ça s'est développé. Puis, tu sais, moi, je suis quelqu'un de vraiment gêné. Comme, tu sais, hier, on était... Ouais, on pourrait en faire un petit recap de la soirée. Là. Mais, on premier était... networking event avec Exactement, Jake. mais moi, ça a été vraiment un gros challenge pour moi faire ça parce que je suis super gêné quand je suis pas dans mon... Dans mon entourage d'entraînement, par exemple. Okay? Donc, le meilleur moyen de me faire connaître, c'était par les réseaux sociaux parce que je suis ultra gêné d'aller parler à quelqu'un puis de dire... Pourtant, les gens sont malaisés quand ils sont devant une caméra. La plupart, en commençant, ils sont comme ils savent pas quoi dire, ils ont l'impression qu'ils se font regarder par quelqu'un. Puis... Mais toi, tu as l'air de le faire ultra naturellement. Ouais, mais faut dire que, tu sais, si tu regarderais mes premières vidéos, j'ai regardé tes avec premières Julien, tu sais, c'était vraiment pas bon, là, parce que... Donc, c'est work in progress. C'est pas quelque chose que tu viens de inné. Il n'y avait pas ça à l'âge de la pierre les caméras. Là, non, exact. Puis, tu sais, c'est ça, c'est un... Je pense que tu n'es pas super bon dans plein d'affaires, tu sais. Ouais. Comme on a tous des talents puis des affaires, mais il y a des affaires qui se travaillent, puis c'est ça, fait que ça a été ma façon, moi, de me faire connaître, c'est de mettre mon knowledge sur les réseaux sociaux, puis le monde, je bâtissais une notoriété de cette façon-là. Est-ce que tu étais conscient au début, ou tu étais comme, je fais juste parce que l'amour de l'entraînement, puis... Ouais, je pense que... Parce que si dans le fond, j'essaie juste de comprendre la mécanique, là, si tu publiais de l'information que tu avais appris, c'était que tu aimais vraiment ça, t'étais pas dans un rôle de teacher encore probablement, t'étais plus dans un rôle de voici ce que je sais. Mm-hmm. Puis ce que ça fait, ça, c'est que beaucoup de gens qui ont des connaissances, à un certain point, je pense que ça c'est mon opinion, s'ils ne les partagent pas, à un moment donné, ils vont se rendre compte que, comme tu dis, quand tu apprends de plus en plus de choses, tu te rends compte que tu connais rien, mais le syndrome d'imposteur, il va comme se manifester. Parce que là, tu commences à avoir des clients d'entraînement. Je donne un exemple en entraînement parce qu'on est dans la thématique. Tu commences à avoir je fais juste... Tu sais, je suis pas une personne. J'essaie juste de comprendre, dans le fond, la mécanique derrière le syndrome de l'imposteur et justement l'information que tu vas donner aux gens. Quand tu... je vais essayer de refaire l'idée. Là, quand tu donnes l'information sans nécessairement avoir une intention derrière la tête, c'est plus de manière de service. C'est plus de service aux gens autour de toi. Puis après ça, tu fais des formations que tu donnes à des gens, tu fais du training one-on-one, tu fais des plans alimentaires. Tu fais pas mal de choses dans le domaine que c'est ton service aussi de business. Mais c'est quoi la limite? Ma question réellement, c'est quoi la limite entre tu connais rien donc tu es un imposteur ou tu montres ce que tu connais puis c'est correct? Mm-hmm. Ben, je pense que... Tu comprends ce que je veux dire? J'en sais que c'est un peu... Ouais, mais nuageux là, comme explication, comme questionnement. Je comprends ta question, mais moi, je crois fortement que chaque personne peut apprendre quelque chose. Aussitôt, tu le sais, t'en sais un petit peu plus que la majorité du monde, tu peux en apprendre à ce monde-là. Donc, par contre, il faut que tu restes dans ton champ d'expertise. Ouais. Donc, exemple que tu commences, on va prendre le domaine de l'entraînement, tu commences en entraînement, tu lis un article sur les mitochondries, qui est dans le fond le powerhouse d'énergie au niveau de tes cellules. Fait que c'est de la biochimie, c'est super compliqué. Puis là, tu écris ou tu fais une vidéo sur les mitochondries parce que tu as lu un article sur les mitochondries. Tu vas perdre la crédibilité parce que le monde qui connaisse vraiment ça, ils vont dire, mais de quoi qu'il parle? Il a compris l'article tout croche, c'est pas ça que ça voulait dire. Tu sais, fait que sors pas de ton champ d'expertise. Si tu sais deux affaires, parle de ces deux affaires-là, mais va pas parler de quelque chose que tu ne maîtrises pas. Fait que je pense que... fait que ça, c'est là que je tirais la ligne à dire de quoi tu parles pas. Mais tu sais, si tu sais que manger des protéines puis des légumes, c'est bon, tu peux enseigner ça au monde, parce qu'il y a quand même du monde... Il y a des affaires que je vais apprendre au monde là, ultra compliquées, qu'on va parler des affaires là, super spécifiques, puis des fois, je me fais poser des questions, genre, qu'est-ce que je peux manger pour déjeuner? Je suis comme, OK, on redescend à ce niveau-là. Prends-tu pour acquis, des fois, que les gens ils connaissent la base sur un certain point? Ben, je te dirais que plus avant, puis là, je me rends compte que je suis comme, OK, shit, puis le monde, ils connaissent vraiment pas la base. C'est pour ça que j'ai arrêté de me former en nutrition, parce que j'ai fait beaucoup de formations en nutrition, en biochimie, tu sais. On étudiait vraiment des affaires complexes, puis je me suis rendu compte que je suis comme... Là, j'avais tout ce knowledge-là, puis je pouvais aider le monde au niveau cellulaire, puis tout. Puis là, j'étais comme, OK, ben je t'ai fait ton plan alimentaire, commence avec ça, on va réévaluer. Puis là, le mois d'après, je suis comme, OK, là, on va rentrer telle affaire, puis là, OK, à combien de pourcents t'as suivi ton plan?
Ouais, peut-être 60%. Là, j'étais comme, fuck, OK. Faut qu'il maîtrise la base en premier. Fait que là, tu sais, c'était comme tout le temps de maîtriser la base. Puis je me rendais compte des fois que je travaillais avec une personne pendant 1 an. Puis après 1 an, on était capable d'aller chercher un 90% au niveau de sa nutrition pendant le mois. Oh là, je suis comme, OK, wow, pourquoi tout ce knowledge-là, puis de me casser la tête quand que le monde maîtrise pas la base. Donc c'est ça, mais fait que c'est pour ça que j'ai arrêté de pousser en nutrition parce que je suis comme, OK, faut vraiment que le monde maîtrise la base. Fait qu'à cette heure, tu sais, surtout quand que je fais des lives questions-réponses sur Facebook, sur Instagram, mais je me rends compte que les questions qui reviennent le plus souvent, c'est des questions très de base. Et c'est ça, fait que... Ouais, je sais pas si ça répond à ta question. Ben, oui, dans le fond, tu as répondu juste plus au début de ton explication quand tu mentionnais que reste dans ta ligne. Tu sais, puis souvent... Je sais pas si c'est une question de justement d'être trop un nerd par rapport à des sujets qui sont vraiment précis, mais quand j'imagine ça t'arrivait, là, j'imagine quand tu commençais à apprendre plus en profondeur dans la nutrition, t'étais plus comme oh god, là je connais rien, parce que là tu parles encore vraiment plus deep, mais ce petit pourcentage de personnes-là qui vont vraiment bénéficier de cette information-là que quand tu vas leur enseigner, c'est pas nécessairement... je vais pas dire que c'est pas de service, parce que ces gens-là qui vont être vraiment intéressés par les concepts profonds, ils pourraient aller les chercher eux-mêmes, tu sais. Mais les gens que tu rencontres initialement, c'est souvent parce qu'ils ont un problème de base. Donc, tu sais, effectivement, je peux comprendre que c'était peut-être comme 98% du monde n'était pas nécessairement affecté par ton information, c'était pas nécessairement que c'était utile, mais en même temps, ça t'empêche pas d'en parler. Mais là, si t'en parles, tu trouves la porte à être devant les nerds qui sont comme « Ouais, mais là, il y a ce détail-là, puis il y a ce détail-là aussi que tu pourrais comme considérer et tout. » Fait que je pense que, tu sais, somme toute, restant dans les choses qui sont simples, mais qui sont de base, souvent, ça va aider beaucoup plus de monde en général. Exact. C'est le principe que je comprends, en fait. 100%, tu sais. Puis une erreur que je fais souvent, c'est que c'est le contenu que je mets sur les réseaux sociaux, c'est que je parle des affaires que moi, ils m'intéressent. Ben oui. Mais tu sais, j'essaye à cette heure de plus blender un peu de tout, là, mais je pense que ça prend un blend aussi, là, mais bref. Ça, puis ça fait penser, pour revenir, tantôt on parlait de mentors, puis des trucs de même, tu sais, je pense que c'est vraiment important d'avoir des mentors dans différentes sphères, genre, puis de pas, tu sais, je crois fortement que tu peux pas builder une business si tu travailles pas sur toi-même. Parce que j'ai écouté une excellente vidéo avec Ed Mylett, je sais pas si les gens le connaissent, mais il étudie avec Tony Robbins pendant des années, puis il dit que où ce que tu es dans ta vie, présentement, c'est un thermostat, OK? Puis ton succès que tu vas avoir financier, tout ce qui t'arrive dans la vie, admettons que tu es à 25 degrés, OK? Peu importe que tu vas aller à 20, admettons dans ta vie, ça va pas bien, ça descend à 22, la vie va faire en sorte que ça va remonter à 25. Si tu commences à avoir du succès, mais que personnellement, tu n'es pas rendu au point d'avoir un thermostat à 27, tu vas redescendre automatiquement à 25. Tu vas t'auto-saboter pour descendre. Fait que je crois fortement que de craquer ton thermostat, donc d'améliorer la personne que tu es, travailler sur toi-même, travailler sur ton mindset, sur des affaires, justement... Intérieur, là. Ouais, exactement. Des blessures quand tu es plus jeune, des choses comme ça. Ouais, ou juste des comportements d'auto-sabotage ou des associations, des fois... Tu sais, moi, personnellement, une de mes associations, c'est si je travaille plus, je fais plus d'argent, je perds de la liberté. Je me suis saboté longtemps avec ça, puis je parlais avec un de mes collègues l'autre jour, puis il était comme, man, c'est la même chose pour moi, de dire, OK, mais si j'ai plus de succès, je vais pas avoir de liberté, mais la liberté, c'est super important pour toi. Fait que je m'auto-sabote, je me crée des affaires, puis là, je redrop à mon niveau ce que j'étais. Fait que d'avoir un mentor en développement personnel, je trouve c'est, personnellement, depuis 2015 que j'ai quelqu'un qui m'aide avec ça. J'essaie différentes affaires, mais bref, ça m'a vraiment, vraiment aidé. Juste à comprendre tes mécaniques. Ouais, exactement, dans plusieurs sphères de ma vie, puis de dire, OK, je réagis de même pour telle raison, qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer ça, puis ça a beaucoup aidé ma business, puis c'est mon premier coach de ça qui m'a dit, j'ai été le voir pour faire du coaching de business, puis il m'a dit, OK, mais la première affaire, il faut travailler sur toi. J'étais comme, ouais, non, mais je veux qu'on parle de chiffres, je veux qu'on parle de qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer, puis on a fait 6 mois. On a parlé un peu de business parce que lui, il était il a eu beaucoup de succès dans ce qu'il faisait. Mais on a surtout travaillé sur des affaires personnelles. T'sais. Fait que je pense vraiment que ça, c'est super important. Puis tu sais, des mentors dans le côté financier, dans toutes les sphères de ta vie, si tu veux que ça aille plus vite, engage quelqu'un qui est rendu déjà plus loin que toi, t'sais. Puis qui est meilleur. On en avait parlé, ça, brièvement au premier podcast, que je pense que ça revient un peu à l'ego, comme tu dis. T'sais, quand tu es capable de détruire la barrière que tu sais tout, tu es capable d'accepter l'expérience des autres puis de voir qui peut m'aider, mais pas de manière égoïste, mais de manière comme, OK, peut-être que son expérience va pouvoir m'aider, puis c'est juste par gratitude qu'il va te la donner, puis qu'il va la partager et tout, à moins que ce soit genre sa business, qu'il fasse du coaching ou whatever. C'est correct, là, tu sais. Sauf que l'affaire,
admettons que tu investis 10 000 avec un coach de développement personnel puis un coach de business. OK, 10 000. Là, t'es là, shit, 10 000. Ouais, mais si tu fais 100 000 l'année d'après. De plus. De plus, c'est ça. Ouais. Tu sais, moi, de 2013 à 2015, de 2015 à 2016, j'ai doublé mon chiffre d'affaires. Mais bizarrement, j'ai engagé un gars qui m'a coûté peut-être 6 000. Mais j'ai doublé mon chiffre d'affaires. Ça a-tu valait la peine? Moi, je suis confortablement que oui. Après ça, les chiffres parlent. Là, exactement. Fait qu'il faut pas avoir peur d'investir dans nous. Je pense que c'est le meilleur investissement que tu peux faire, c'est dans toi. Comment tu trouves ces gens-là? En fait... pour les gens, en fond, parce que je pense que c'est la base, comme on mentionnait tantôt. Là, mais moi, je crois fortement que... me semble que c'est le RAS ou quelque chose de même. C'est un système qu'on a dans le corps, puis vous avez tous déjà vécu ça. Par exemple, tu t'achètes, toi, t'as une Vaux rouge. Ouais. Je suis sûr que sur l'autoroute, t'es comme, mon Dieu, je vois juste des Vaux rouges. Effectivement. Puis, no joke, j'étais au Canadian Tire l'autre soir, il y en a une pareille qui s'est parquée à côté de moi. J'étais comme, oh my God. Mais l'affaire, c'est que tu le remarques parce que consciemment, tu t'es mis à remarquer ça. Parce que t'en as une. Je t'en parle, là. Puis je sais que je me rappelle vivement, là. Exactement. C'est insane, là. Mais ça, c'est un mécanisme qu'on a dans le cerveau. Mais l'affaire, c'est que si tu te mets à chercher pour des affaires que tu veux, tu vas les trouver. Ouais. Donc, puis, anecdote que je compte souvent, c'est que quand je t'ai rencontré, ça faisait 2-3 mois que je me disais, hey, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider avec ça. C'était tellement un pur hasard, en plus. C'était vraiment un pur hasard parce que Simon est en train de parler en bas avec quelqu'un. Et je suis descendu. Exactement. Puis t'étais peut-être là une demi-heure, mais je suis descendu à ce moment-là. Je suis descendu à ce moment-là, puis là, je t'écoutais parler, puis j'étais comme, c'est exactement ça que j'ai besoin. Fait que, puis mon coach mon mentor que j'ai eu, il s'appelle Jean-François Thibault de Axelite. Vous pouvez voir sur Internet. Axelite, il travaille beaucoup avec des business, puis développement personnel, puis j'ai eu une invitation d'un gars qui s'appelle Ben Lapierre. Il m'a dit, hey, ça faisait longtemps que je me disais que ça me prenait ça. Ben, pas longtemps, mais ça faisait une couple de mois, j'étais comme, je commençais à checker le monde un peu. Puis là, il m'a dit, hey, il y a une conférence qui se donne chez moi, c'est gratuit. C'est Jean-François Thibault. OK, j'accepte l'opportunité, je vais y aller. Puis là, dans le fond, il commence à parler de plein d'affaires qui en 5 minutes, puis j'étais là, wow, OK, c'est quelque chose dans le même que j'ai besoin. Et là, après, j'ai dit, comment tu fonctionnes? Puis là, il m'a dit, puis j'ai dit, OK, go. Fait que, tu sais, j'ai pensé que j'avais besoin de quelque chose, puis pas genre une pensée. Là. J'étais à l'écoute, puis je pensais constamment à qu'est-ce que je voudrais. Puis, paf, il y a quelqu'un qui est arrivé dans ma vie qui avait le service que j'avais besoin. Fait que je crois 100% que... RAS que tu dis. Mais il me semble, je me souviens plus, là, c'est comme c'est un acronyme en anglais, là, mais c'est Tony Robbins qui parle de ça. Okay. Est-ce que c'est quelque chose comme au niveau de la manifestation de ce que tu voudrais qu'il arrive, que là, d'essayer de le visualiser? Parce que je sais que Tony Robbins, il est beaucoup dans le priming. Là. Ouais. Tu sais que tu vas te primer à penser quelque chose, puis là, étrangement, ça arrive. Là, tu sais. Ouais, mais c'est que quand tu penses, tu vas poser des actions concrètes, puis tu vas voir des opportunités que tu verrais pas avant. Parce qu'on s'entend, il y a des opportunités tout bout de champ. Il y a des opportunités... C'est pas des opportunités qui manquent. Non, exact. Je pense que c'est ton niveau de préparation personnelle face à ces opportunités-là. Exactement. Fait que, tu sais, si tu dis... Moi, je vois toutes les opportunités il y a des opportunités qui arrivent à moi. Ouais. Tu sais, puis, exemple, le 5-minute journal que tu écris, des choses que tu veux qui arrivent dans ta journée, moi, j'écris souvent, je vais avoir une opportunité intéressante aujourd'hui, tu sais. Puis juste de me dire comme... Je suis chanceux, puis j'ai tout le temps plein d'opportunités qui m'arrivent. Puis de croire à ça fortement, c'est drôle, mais il y a tout le temps plein d'affaires. C'est intéressant ça, parce que j'écrivais dans mon journal ce matin, justement, qu'est-ce que j'ai écrit? C'était par rapport à... Oh my God, j'ai un blanc. J'étais reconnaissant par rapport à l'événement d'hier, que c'était vraiment intéressant. J'ai rencontré plein de monde, que quelqu'un m'a dit... Quelqu'un qui est venu me voir, Nowhere, je vais juste faire une petite parenthèse, là, il est venu me voir Nowhere à l'événement, le réseautage qu'on pourra justement parler en détail après. Là. Puis quelqu'un m'a parlé de toi, il m'a dit que c'est toi l'expert en telle affaire. Puis j'étais comme, aïe, quelqu'un a dit ça de moi. Souvent, quand je parle aux clients, la première question que je vais leur poser, c'est qu'est-ce que les gens disent hors ligne? Quand je dis hors ligne, je dis qu'est-ce qu'ils disent dans ton dos de ta business? C'est quoi la vision que tu envoies, le message que tu projettes? T'sais? Quand j'ai écrit ce matin dans mon journal, j'ai écrit je suis vraiment grateful que les gens parlent en bien de moi. Puis je pense que juste d'aller dans le résultat, d'être en pleine conscience du résultat que ça a pour moi, je pense que ça me transforme en étant quelqu'un qui est de manière positive, intéressé envers les autres. Je veux dire, je fais le podcast en ce moment parce que je suis legit intéressé qu'on passe du temps de qualité à jaser.
penses-tu quelque chose qui se manifeste comme c'est une roue qui tourne un peu? Ouais, 100%, tu sais, puis tout ce que tu là. penses peut arriver, tu sais. Si t'es capable de le penser, t'es capable de le créer, t'es capable de... Tu sais, pourquoi qu'il y a du monde qui sont millionnaires, que tu regardes, puis ils ont l'air d'avoir du succès dans toute leur sphère de leur vie, t'es comme, qu'est-ce que... Sont-ils nés avec un gène différent? Ils ont-ils une génétique? Là, non, c'est la manifestation de ce qu'ils pensent, c'est du travail, c'est des actions, mais c'est... Tu vas écouter des affaires avec n'importe qui a du succès dans la vie. Qu'est-ce qu'il fait? Il pense tout le temps à ses objectifs. Ouais. Il les écrit le matin, il les écrit le soir. Il 100% des actions en ligne avec ça. C'est un mindset. Puis, je me souviens, Jean-François, il m'avait dit, tu te demandes pourquoi des fois qu'il y a du monde qui pogne des flats? Pourquoi qu'il y a du monde qui pogne 5 flats par année? Tu sais? Moi, j'ai pogné un flat dans toute ma vie. Je sais pas si t'as déjà pogné un flat, mais... La semaine passée, j'ai pogné un flat. Il y avait une plainte de métal, c'est drôle. Mais tu sais, il dit, pourquoi qu'il y a du monde que c'est juste du malheur qui arrive? C'est juste... Puis pourquoi il y a du monde que ça arrive pas, tu sais? C'est pas une question de circonstance, ça. Moi, je crois fortement que c'est une question de comment tu vois les choses, tu sais. Pourquoi qu'il m'arrive telle affaire? C'est tout le temps à moi que ça arrive. C'est sûr que si tu dis ça, qu'est-ce que t'attires? Juste des affaires pas bonnes, tu sais. Fait que... Puis même chose pour... Là, peut-être ça rentre un peu ésotérique, mais la maladie. Quand t'es malade, moi, je crois fortement que ça a un impact de comment tu penses. Puis pourquoi qu'il y a du monde qui vont avoir le cancer, qui vont avoir des rémissions, puis tu les écoutes parler, puis ils sont comme, non, moi, je m'en sors, là. C'est pas vrai que c'est fini là. Puis qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui s'en sort? Pas tout le monde, mais je veux dire... beaucoup de cas où est-ce que leur mindset, leur état psychologique était vraiment fort, que je connais, qui s'en sont sortis. Je sais pas si t'avais écouté le podcast avec Vicky, justement, avec Hervé, qui était designer intérieur. Elle est... Et dans le fond, elle essaie de comprendre les problèmes des gens, pourquoi ils se manifestent. C'est vraiment fucké, là. Mais c'est hot, dans le sens fucké dans le bon sens. Là. Elle va voir des gens qui veulent faire de l'amélioration locative de leur maison, mais elle essaie de comprendre c'est quoi les problèmes qu'ils ont vécu, pourquoi ils voient leurs choses de cette manière-là. Puis souvent, elle me disait c'est que les gens, ils tombent en larmes quand ils sont capables de déceler c'est quoi. Tu sais, mettons une madame qui sort de l'hôpital, puis là, elle dit je vais avoir mes murs tout verts. Mais puis là, après ça, elle a réalisé, elle dit madame, c'est-tu parce que vous étiez malade? Puis là, elle a fait what the fuck, comment tu le sais, tu sais? Parce qu'elle s'ennuyait des murs de l'hôpital qui étaient des couleurs vertes, puis tout plus maladie. Puis elle a fait aïe, elle était même pas consciente, la madame, là. Puis elle a fait aïe, c'est exactement pour ça que je voulais des murs verts. Puis là, elle s'est mise à pleurer et tout. Puis j'étais comme, effectivement, je veux pas aller dans la zone médicale où est-ce que je suis pas formé puis je connais pas ça, mais souvent, j'entends que, tu sais, le stress, c'est bon, le stress, c'est négatif, mais c'est une hormone. Je sais pas si c'est exactement ça. En fait, le stress, c'est pas une hormone, mais le cortisol, c'est une hormone qui va augmenter, qui va te faire... Ton niveau de stress, qui est ça, pas nécessairement négatif. En fait, le stress, c'est un état psychologique, tu sais. Ouais, mais la réponse que tu as à un stress, c'est une relâche de cortisol. Puis c'est ça qui crée que tu vas lever les épaules, que tu vas shaker, que tu vas être plus alerte. Mais c'est le stress à long terme qui est problématique. Là, mais tout ça pour dire que souvent, tu entends que quand tu penses à des idées qui sont stressantes ou que tu es comme dans le négatif versus le positif, on dirait que tu as plus de malheur, comme tu mentionnais tantôt, qui s'attirait. J'ai juste une petite parenthèse qui est un peu drôle puis cocasse par rapport au flat. Quand j'ai eu mon flat, j'ai juste choisi d'utiliser l'accident, ce qui est arrivé comme pour documenter ma journée à la place. Fait que moi, je l'ai viré à une opportunité de créer du contenu. Puis tu sais, je trouvais ça drôle que le gars, il vient juste changer mon tire. Puis après ça, je m'en vais chez Vaux. Après ça, je travaillais de chez Vaux toute la journée, tu sais, parce que ça a pris 7 heures changer un pneu. Je trouvais ça drôle, tu sais. C'est une question de comment que tu twists de ce qui t'arrive en étant comme qu'est-ce que je peux apprendre de ça puis qu'est-ce que je peux faire de différemment qui va juste comme spice up peut-être ta journée ou je sais pas trop. Moi, j'ai trouvé ça le fun. J'ai travaillé de chez Vaux cette journée-là, tu sais, à la place d'être ici. Je crois fortement que dans la vie, quand il arrive quelque chose, t'as deux façons de gérer ça. Soit tu changes la situation ou tu changes ton attitude. Parce que il y a tellement de monde qu'ils peuvent pas changer la situation, mais ils veulent pas changer leur attitude. Puis c'est ce que ça crée, c'est seulement de la frustration et des affaires négatifs. Puis pour vrai, puis j'espère que tout le monde va prendre le temps d'y penser, là, si j'écoute le podcast. Là. Dans quel moment de ta vie d'avoir été négatif puis de t'avoir senti mal puis de te mettre du stress puis des affaires négatifs là, puis de faire une introspection, genre? Ouais, mais de penser très négativement, à quel moment ça t'a aidé? Je vais lancer quelque chose, OK? Je suis pas certain que les gens qui pensent, mettons, on va dire activement, négativement, dans le sens que leur premier instinct va être de penser que le pire est arrivé à la place de qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux grandir de ça. Je pense que c'est tellement quelque chose qui se sont conditionnés jusqu'à temps qu'il y ait 40, 50, 60 ans que leur réflexe mental, il est pas indestructible, mais il bougera pas. Je veux pas être fataliste avec cette information-là ou cette pensée-là, mais
je sais pas, je connais des gens dans mon entourage où est-ce que ils vont regarder une situation puis leur premier réflexe, ça va être d'être négatif. Tout de suite, moi, mon réflexe, c'est comme, ben non, c'est une opportunité pour faire autre chose. Là, je leur dis, puis ils s'en rendent même pas compte. Ils sont même pas conscients que ce que j'ai dit était positif versus ce qui était négatif de leur point de vue. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Mais je pense tu peux pas essayer de changer les gens. Non, c'est sûr, parce que les gens changent pas, mais s'améliorent, ça, au moins. Fait que l'affaire, c'est que la première étape, c'est de t'en rendre compte, tu sais. Puis c'est comme la matrice. Ouais. Tu sais, Neo, il s'en rend pas compte qu'il est dans la matrice, mais quand que Morpheus, il dit, tu te rends compte de comment c'était, puis il était comme, oh shit, ok, ouais. Je suis sorti de la matrice, je vois, genre... Ouais. C'est les portes and shit. Exactement. OK, mais il est pas rendu au point où il est à la fin du film quand il s'en rend compte, tu comprends? Fait que la première étape, c'est de t'en rendre compte, puis après ça, de faire les actions nécessaires. Puis c'est tous des patterns qu'on a parce qu'il faut pas oublier que l'humain, c'est une créature d'évolution, c'est une créature qui veut la survie de lui-même et de ses descendants, tu sais. Fait que l'affaire, c'est qu'on a des réactions... Tu sais, au niveau du cerveau, on a différents types de cerveau, puis on a le cerveau qui s'appelle reptilien. C'est le cerveau... Le plus bas, le premier cerveau que l'humain... développé, là, dans exact. Puis c'est la survie. C'est fight or flight, tu sais. Fait qu'on est tout le temps... Cette étape-là du cerveau est beaucoup sollicitée. Puis quand il arrive des affaires, on est en mode survie, puis on est en mode... Tu sais, fait qu'il faut... Le premier instinct, c'est ça. C'est exactement. Le mode survie. Ouais, okay. Fait qu'il faut être capable de rationaliser, puis de se parler, puis de... Aussi, on a souvent des patterns qui sont ancrés dans nous. Par exemple... je vais donner un exemple. Moi, quand j'arrive à une place qui a des foules, c'est une de mes phobies. Okay. En fait, c'est ma plus grosse phobie. Il y a une foule, il n'y a personne qui me connaît. Là, mon cerveau reptilien embarque, puis je suis ultra sénère, puis genre... Mais là, j'ai besoin beaucoup de rationaliser, à me dire, OK, wow, là, tu sais. Mais faut pas que tu laisses ça aller. Fait que quand il y a du monde qui arrive, des affaires, faut que tu reconnaisses, puis après ça, tu changes ton pattern. Par exemple, je vais donner un exemple d'une de mes clientes cette semaine. Elle me dit... J'ai de la misère pour manger des toasts ce matin. Parce que mon gars, il mange des toasts, mais elle dit, je me suis rendu compte que c'est quand que je prenais mon café le matin, toute ma vie, j'ai pris un café puis j'ai mangé une toast au beurre de pinot. Wow. Puis elle disait, toutes les fois que je buvais mon café, j'avais le goût de manger une toast au beurre de pinot. Puis elle dit, là, ce que j'ai fait, je déjeune mon repas que j'ai donné, qui est des œufs, puis blablabla. Puis après ça, je prends mon café, mais j'ai pas faim. Fait que là, elle a changé son pattern. Elle a cassé son pattern. Mais quand vous observez vos réactions, là, on a tellement des patterns qui sont définis, puis que quand tu te rends compte, puis que tu as un pattern qui est plus négatif, mais tu peux changer ça pour le mettre en pattern positif. Tu sais. Comment as-tu des trucs à donner aux gens? Comment ça pour t'en rendre compte? Ouais, ben en fait, que par l'extérieur, parce que là, c'est en parlant à toi qu'elle s'est rendue compte, j'imagine, que c'est quand qu'elle a twisté. Ben elle s'en est rendue compte elle-même. Okay. Puis elle me l'a compté par la suite. Mais je pense que c'est juste de faire de l'introspection. Puis ça, c'est quelque chose que j'essaie de faire le plus souvent, mais que c'est quelque chose qu'on n'est pas habitué de faire ça. Puis il n'y a pas personne qui enseigne ça. Tes parents ne te parlent pas de ça. T'sais. Beaucoup de choses que personne n'enseigne, qu'il faut que tu découvres par toi-même quand tu es moindrement curieux. Exact. Fait que tu sais, de te dire, OK, ben aujourd'hui, qu'est-ce qui est arrivé? Quelles ont été mes réactions face à ce qui est arrivé? Puis qu'est-ce que j'aurais aimé qu'il arrive? Parce que il y a souvent des réactions qu'on a, puis t'es comme, ah, maudit, j'aurais pas dû réagir de même. C'est de même, j'aurais dû plus réagir. OK, ben là, pensez, qu'est-ce qui a fait en sorte que j'ai réagi de même? Ça a été quoi? C'est quoi ce truc-là qui me fait réagir de même? Donc, exemple, elle a fait, OK, mais le café, automatiquement, ouais, c'est ça. Puis tu sais, tu fais de l'introspection sur comment ça a été ta réaction, les étapes, puis à un moment donné, tu vas trouver, OK, ouais, c'est peut-être ça qui trigger cette réaction-là. Puis c'est très étudié, là, ce pattern-là. Il y a une étude qui s'appelle les chiens de Pavlov. C'est une étude super vieux. Là. Puis en fait, c'est qu'il donnait du manger aux chiens en sonnant une sonnette. Et là, dans le fond, au fur et à mesure, il faisait ça pendant un bout. Puis après ça, à un moment donné, il faisait juste sonner la sonnette. Puis il se rendait compte que les chiens, ils commençaient à saliver. Puis le système digestif, il commençait déjà à travailler. Fait que c'est une association directe qu'ils ont faite avec la cloche. Mais nous, on a... C'est fou l'humain comment tu as des associations. Là. Ah ouais. Mais c'est tranquillement pas vite, tu viens découvrir, OK, moi j'ai telle association. Puis, tu sais, je suis pas tout un expert là-dedans. J'ai appris beaucoup de, justement, Jean-François, Philippe Mascotte, que tu as reçu sur le podcast aussi, avec leur école de formation. Parle beaucoup de ça. Ouais, c'est ça. Tony Robbins qui parle beaucoup de ça. Donc c'est ça. Je suis curieux de voir parce que ça, comme tu as mentionné, il n'y a pas de standard d'apprentissage dans tout ce qui est développement personnel. Mais les gens qui
se forment quasiment eux-mêmes là-dedans ou par des mentors aussi, des coachs qu'eux, ils découvrent et qui développent une expertise dans le développement personnel, c'est que probablement, ils ont eu plein de case studies devant eux de « OK, quand quelqu'un agit de telle manière, ça crée ça. Ah, quand eux pensent de telle manière, elle va régler ce problème-là. » C'est drôle parce que ça crée des spécialités de choses que les humains... Je crois beaucoup, en tout cas ça c'est moi, là, je crois beaucoup que on essaie de régler sans s'en rendre compte les problèmes d'une société quand on vit en société. Moi, personnellement, je suis quelqu'un qui a besoin d'aider les gens. Probablement qu'il y a une histoire là, derrière tout ça qu'il faudrait que j'aille réétudier. Puis je regarde mon passé et tout. Mais ça revient pas à ce qu'on disait tantôt, d'être de service. Tu te rends pas compte que ce que tu fais, c'est pour les autres. Puis je sais pas si ça vient du reptilien. Parce que quand tu regardes à l'ère, mettons, je fais tout le temps allusion à l'ère préhistorique, tout ça, mais quand tu habitais dans Meurthe, you gotta survive. Là, il fallait que tu checkes s'il n'y avait pas un tigre qui allait venir. Il fallait que tu surveilles le feu pour que tout le monde puisse comme pas mourir d'hypothermie la nuit. T'sais. Fait que je sais pas si cette espèce de sentiment ou de réflexe de survie qui peut être collectif, pas nécessairement individuel. Mais 100%, parce qu'il y a un livre qui est excellent qui s'appelle... Ah, j'ai oublié le nom. Merde. Mais c'est... Par rapport à quoi? C'est sur le développement de l'Homo sapiens. Sapiens? Ouais, Sapiens. Exactement. Tu l'as lu, ça? Hein? Non, ouais? je l'ai pas lu. Tu l'as pas lu, j'ai entendu beaucoup de résumés. C'est vraiment un excellent livre, mais à un moment donné, tu comprends le concept. Mais tu sais, il parle que l'humain est une créature de meute, justement. Puis dans le fond, c'est que pourquoi qu'on a tant... On veut tant se faire aimer des gens, puis on veut tant se sentir important dans la société, puis pourquoi qu'on veut ça? C'est pas juste à cause de Facebook, là. Non, parce que c'est... Mais Facebook, c'est que ça l'accentue. On pourra en parler longtemps. Ouais, exact. Mais l'affaire, c'est que, OK, si tu fais partie de la meute, que tu es accepté par les gens autour de toi, ta chance de survie est beaucoup plus grande parce que tu n'es pas en dehors de la meute puis tu fais pas kick-out de dire « Ah non, toi, on ne veut pas ». Pourquoi que c'est si douloureux au primaire quand que tu es le dernier choisi pour jouer au ballon chasseur? Ça fait mal, ça. Tu veux être lui qui lance le plus fort. Là, exactement. Puis pourquoi ça fait si mal? Parce que tu te sens rejeté de la meute. Dans ton ADN, tu te sens rejeté puis que tu vas mourir. Parce que tu seras pas de survivre tout seul. Non, c'est ça, exact. Parce que l'humain est au-dessus de la chaîne alimentaire parce qu'il est intelligent, pas parce qu'il est fort, pas parce qu'il est bon, parce que collectivement, il est intelligent et il est capable de survivre collectivement. Le rhinocéros, c'est pas mal plus fort que toi. Exactement. Donc, c'est intéressant des fois d'analyser un peu que nos réactions sont dans notre ADN, mais qu'on a le contrôle de ce qui se passe. T'sais. On a le contrôle de comment on réagit puis comment qu'on... Mais c'est pour ça que c'est dur, parce qu'on a des réactions qui sont très, très reptiliennes, qui sont très dans notre ADN. Puis après ça, mais là, il faut être capable de faire « OK, je réagis de même. OK, je prends un pas de recul. Je m'éloigne un peu de comment je réagis. Puis sur le moment, là, quand ça arrive. Ouais. OK, pourquoi je réagis de même? Qu'est-ce que je devrais faire? » Là, puis de réagir différemment. Mais on a tout le trigger automatique de réagir d'une telle façon, tu sais. C'est fou qu'on réagisse de même dans une situation. Là, en ce moment, on est dans une pièce qui a 4 murs, qui a des portes potentiellement scellables, là, ils se ferment, puis qu'on aurait quand même ce mécanisme de réflexion-là. T'sais, on n'est pas genre dans une grotte, là, où est-ce que n'importe quoi peut arriver à n'importe quel moment, mais quand même, c'est le premier réflexe d'instinct qui va se passer dans la tête, comme « OK, God, on est peut-être... » Ça me fascine, ça. Ça me fascine de savoir puis de penser que le concept de sécurité, on n'a plus le même niveau, surtout en Amérique du Nord, là, c'est pas pour genre dire qu'on est les meilleurs ou whatever, mais le niveau de danger par rapport à ton quotidien, outre peut-être te faire frapper par un char ou qui arrive comme, je sais pas, moi, un rayon gamma du soleil, puis que là, que tout le monde meurt, I don't freaking know, genre. Mais le niveau, je pense que le niveau de danger, je sais pas s'il y a... Tu sais, il y a des gens qui baissent leur garde par rapport à ça, puis que là, sont peut-être plus conscients. Est-ce que c'est ça qui t'est arrivé par rapport à ta situation, quand justement tu remarques tes patterns? Mais en fait, je pense pas que tu baisses ta garde parce que... C'est se battre contre ton petit cerveau. Là, ouais, exactement. Faut pas que tu te bats contre tes instincts. Faut t'en prendre conscience. Puis après ça, tu t'ajustes. Mais ça me fait penser, tu dis, le monde, on est plus stressé à survivre, mais... Je me souviens plus de combien de milliers de personnes qui prennent des antidépresseurs au Québec. Là, le chiffre est assez intense. Puis si on regarde, là, 80% de la cocaïne mondiale est consommée en Amérique du Nord. Mais par contre, on est le pays le plus libre, qui a le plus d'opportunités. Qu'est-ce qui se passe là, avec ça? Là? Le monde sont stressés pour des niaiseries. Okay? Puis ils sont pas capables d'être contents de ce qu'ils ont, ils sont pas reconnaissants. C'est un vice, là, tu sais, la pas du bien et tout, là, genre, c'est un rabbit hole. Pour vrai, puis c'est pour ça que je dis qu'il faut que tu travailles sur toi-même, peu importe que t'as, parce que pour vrai, c'est triste de voir le monde à quel point ils sont stressés, puis le stress a un gros impact sur tes résultats que tu vas avoir dans le gym.
sur tes résultats, de composition corporelle, la masse musculaire, puis tout ça. Puis je passe beaucoup de temps à parler de ça avec mes clients, de savoir, tu te considères-tu comme une personne stressée, t'as-tu une anxiété, puis tout. Puis le nombre de personnes qui font de l'anxiété, qui ont de la misère à dormir, que c'est effroyable. Là. Pour vrai, c'est comme 85% de mes clients. Là. Est-ce que tu penses que les réseaux sociaux ont un impact là-dessus? Quand je dis les réseaux sociaux, c'est plus comme les manières de partager l'information. C'est pas nécessairement un en particulier. Là, oui, je pense beaucoup. Instagram du doigt, là, Instagram. Non, mais je pense beaucoup que les gens, ils se comparent, ces réseaux sociaux, puis que ça les rend malheureux. Tu sais. Parce que ça a été accentué par l'ère de l'accessibilité justement à ce que Bobé fait en Inde ou genre ce que Dude fait à Paris dans son château ou genre. Tu suis des pages, excuse-moi de te couper, tu suis des pages de gens qui ont l'air d'avoir 9 Ferrari différentes à tous les jours. Tu sais pas s'il l'a loué, tu sais pas si genre il s'était juste mis devant pendant qu'il était dans le parking d'une autre place. Tu sais. C'est tough. C'est tough de penser, tu sais, parce que là, personne de bonne foi veut penser que tout le monde est honnête, right? Mais quand tu regardes les choses comme elles le sont, factuellement parlant, je sais pas si c'est un terme, là, mais les faits, comment sont les faits, là, tu te rends compte que la plupart du temps, les gens ils ont de se remonter à cœur versus d'afficher nécessairement la réalité. C'est quelque chose que j'essaie de travailler beaucoup, beaucoup, pas juste avec mes clients, mais comme en général, quand tu exprimes ce qui se passe, essaie d'être le plus real possible. Parce que ça se sent. On le sent. Les gens qui sont anxieux, qui sont stressés, qui sont dépressifs, sûrement parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas le même style de vie, le même lifestyle. Le lifestyle, je sais pas si tu as vu Black Mirror, là, oh my God, il y a un épisode que c'est genre Instagram dans le monde réel, mais que les gens, aujourd'hui, qui regardent ça, c'est comme, ça nous arrivera jamais, ça, mais c'est exactement ce qui arrive en ce moment. C'est juste qu'il n'y a pas le petit plus de tu payes avec tes likes encore. Je suis sûr que ça va venir, là. Je suis sûr qu'un moment donné, tu vas pouvoir payer en notoriété avec ton nombre de followers quelque part dans le monde, tu sais. En tout cas, c'est. Mais ce qui arrive avec ça, c'est que le monde montre juste leur meilleur jour, tu sais, puis. Mais pourquoi? Ouais, mais l'affaire, c'est que. Tu sais. Ouais, pourquoi ils se sentent obligés de montrer juste leur meilleur jour? Ouais, mais je pense que, tu sais, si j'arrive chez nous un soir puis que je suis découragé puis je file pas, puis je suis comme, man, c'est tough, pourquoi je fais ça encore, whatever. Je vais pas prendre une photo puis mettre ça sur les réseaux sociaux. Parce que, premièrement, moi quand je vois quelque chose de même, je vois que la personne. Elle cherche l'attention. Elle cherche l'attention, tu comprends? Tandis que ça est comme normal de mettre une photo de voyage, une photo de ci, une photo de ça. Puis l'affaire aussi, c'est qu'il faut pas oublier que. Tu sais, je parle souvent de ça avec mon chum Hugo, que on a voyagé pas mal les deux dans les dernières années, puis le monde sont comme « Hey, ça a tellement l'air malade, qu'est-ce que vous faites? » Puis je suis comme « Genre, je trouve... » Tu sais, moi, je regarde d'autres mondes, puis je suis comme « Aïe, ça a l'air malade. » Fait qu'il faut arrêter de... Faut être reconnaissant de ce qu'on a, vouloir plus, mais sans se rendre maladif avec ça. Puis je pense que c'est ça le problème, c'est que le monde, au lieu de se propulser avec ce qu'il voit, puis de... collectivement se monter, tu sais, c'est comme... Ben, je pense qu'avant de demander, pas nécessairement de l'aide à d'autres, les gens vont juste se comparer puis comme se morfondre sur eux-mêmes. Puis t'as mentionné que l'impression que t'as quand les gens, ils montrent un moment qui va pas bien, de vulnérabilité, on pourrait dire, mettons, sur les réseaux sociaux, c'est que souvent, ta perception, à cause que toi, probablement, tu penses pas de même, ben c'est que, shit, il veut de l'attention. Mais peut-être que c'est parce qu'il a besoin d'aide. Peut-être que c'est parce qu'il essaie juste d'avoir l'opinion de son collectif, là, de son tribe, là, probablement. Il y a probablement beaucoup de raisons. Je suis en train de... Je vais essayer de le finir. Là. C'est un mini-livre, là, The Obstacle is the Way. Là. C'est pas long, mais tabarouette, j'ai de la misère à prendre 2 secondes pour m'asseoir puis le finir. Mais je suis gros dans la partie de la perception en ce moment. Puis tu te rends compte, en prenant du recul, bien entendu, dans tes situations sociales, online, des choses comme ça, c'est que tout est une question de perception dans toutes les situations. Puis je pense que c'est ça le plus gros problème par rapport aux réseaux sociaux en tant que tel, c'est que les gens vont percevoir ce qui les touche le plus sur le moment présent. J'ai eu une mauvaise journée au travail. Maintenant, je regarde une affaire qui est censée me cheer up, mais je suis juste jaloux parce que j'étais dans le mindset d'avoir une mauvaise journée. Lui, il m'a fait chier, nanana. Fait que cette espèce de rabbit hole là, qui finit jamais, ça vient justement de ta perception d'une situation, je pense. 100%. Ça peut être bien, les réseaux sociaux, si justement tu l'utilises de manière à ce que... on en parlait tantôt de la documentation, je pense que c'est la manière la plus authentique de créer du contenu. Parce que tu restes dans ta ligne, tu dis ce qui se passe, puis s'il y a des gens qui collent à ton histoire, tant mieux. Ouais. Mais un problème aussi dans l'industrie du fitness, c'est que le monde voit le monde vraiment en shape, ces réseaux sociaux, puis ils se comparent à eux autres, mais ils savent pas les années de travail, ils savent pas... Le quotidien, là, c'est pas rose, là. Non, c'est ça, tu sais, comme être en shape de compétition puis de voir le monde, tu sais, des fois j'en vois du monde qui sont comme quand est-ce que je vais pouvoir ressembler à ça? Ouais, ben, à 6 ans peut-être. Si tu fais
tout ce qu'il faut à tous les jours. 365 jours par Exactement. année. Tu vas arriver là dans 5-6 ans. Tu sais. Ouais. C'est pas du jour au lendemain que ce monde-là ont eu ces shapes-là, ont eu ce succès-là, ont eu ça. Fait que, c'est intéressant de voir du monde qui, justement, qui documente un peu le processus derrière tout leur build-up. Mais ce qui arrive, c'est que, par exemple, le monde qui écoute, mettons, qui écoute le podcast aujourd'hui, ils vont sur Facebook, ils vont voir ma page, ils sont comme, hey, il y a 13 000 personnes sur Facebook, shit, ça marche bien. Ouais, mais l'affaire, c'est que t'as pas vu. Va voir les premiers posts. C'est ça, va voir tous les posts qui ont été mis, toutes les affaires, tout le travail en arrière de ça, tout l'argent qui est investi là-dedans. C'est ça, faut que tu regardes quand tu regardes une photo. OK, c'est quoi le backstory de tout ce que la personne est rendue là? Tu sais, c'est comme... Faut-tu que tu l'aies vécu pour comprendre ça? Tu sais, mettons, t'es un up-and-comer, t'as pas nécessairement l'expérience, là, tu regardes tes mentors ou tes mentors online dans le sens où, comme, je veux être comme lui plus tard. Mais est-ce que ça tu penses que ça te décourage plus les gens qu'autre chose? Ben, tu sais, ça dépend qu'est-ce qui te motive, mais je pense que ça peut être dans les deux sens. Mais, tu sais, je crois fortement qu'il faut que tu regardes les choses comme des... Peu importe ce que tu regardes, faut que tu les regardes comme des choses propulsantes plus que comme des choses qui t'écrasent. Exactement. La perception, c'est tout. Oui, c'est effectivement. Petit twist de situation. Comment t'as trouvé la soirée hier? De conversation, en fait. Ben, c'était bien. Bien. C'est, dans le fond, comme je disais tantôt, ma pire crainte, si on veut, j'ai pas peur de grand-chose dans la vie, mais d'être en public avec du monde qui connaissent pas qu'est-ce que je fais, puis d'aller parler avec du monde, puis de m'introduire, puis tout, c'est de quoi que c'est la pire chose pour moi. Genre. Puis hier, dans le fond, on était une soirée de réseautage et ça s'est quand même bien passé. C'était casual, là, c'était au Archibald, là, à Blainville, à côté du bureau. Puis je pense qu'effectivement, ça t'a mis vraiment dans un environnement où tu n'étais pas nécessairement... Tu sais... Pas que t'étais pas à l'aise, mais c'est que t'avais pas été expérimenté souvent par rapport à ce genre d'événement-là, que même moi, au début, j'étais vraiment pas à l'aise, là, même si pourtant, je m'exprime bien, j'aime ça rencontrer des gens et tout. Être dans un bain de monde où est-ce que tu dois être quasiment à ton meilleur à toute seconde de la soirée puis de l'événement pour comme montrer qu'est-ce que tu es, qu'est-ce que tu fais. À un moment donné, je pense que quand tu t'enlèves cette pression-là, ça devient le fun, parce que tu rencontres des gens qui sont potentiellement intéressants. Puis la plupart des gens, je sais pas pourquoi, mais qu'on rencontre, je trouve, dans des événements comme ça, qui sont pas nécessairement forcés, là, trop structurés, ça c'est mon genre là, d'événements, que c'est comme plus, check, vas-y, have a good time, parle aux gens que tu connais, s'il y a des gens qui s'introduisent à toi, écoute leur histoire, tu sais, puis tu vas t'habituer. À un moment donné, ça va devenir comme, ben là, voir que c'était difficile au début, tu sais. Ouais. Comme, étrangement, n'importe quoi, hein? Exact. Mais moi, je crois fortement à la technique de... Je me souviens plus du terme, là, mais c'est de te mettre... Si t'aimes pas quelque chose, mets-toi à 100% dedans, tu sais. Baigne-toi dedans, tu sais, comme... Mettons, ça va te casser vite, là. T'as une peur des araignées, ben... Pour vrai, la meilleure affaire que tu veux faire, casse ta peur, là, genre, va te faire mettre 6 araignées sur un bras, genre. Puis là, rationalise pendant que ça se passe, tu sais. Puis l'affaire que j'étais un peu déçu, c'est que j'ai eu de la misère vraiment à rationaliser hier parce que c'était beaucoup de monde, puis comme c'était beaucoup d'affaires où mon cerveau reptilien était ultra stimulé. J'avais vraiment de la misère à me ramener dans le moment présent puis de penser mais en tout cas, c'est de quoi que faut que je travaille, mais... Regarde, tu vois, t'as pris conscience. Ah, exact. T'as vécu l'expérience, t'as pris conscience de ce que t'as fait de, entre guillemets, c'est pas négatif, mais pas correct, mais que, OK, là, faut que je fasse attention à cet élément-là. Versus quand t'es arrivé, t'avais comme tout à craindre. Mais à un certain point, en rétrospect de la soirée, après ça, t'es allé faire ton live, puis genre, tu sais, c'était chill, tout était comme back to normal, là, si on veut. Ah, exact. Mais là, maintenant, je pense que si t'en refais un autre, ou quand tu vas en refaire un autre, ça va être plus comme, OK, c'est ça qui m'avait trigger, que là, je vais essayer de recorriger. Exact. Juste à prendre du recul, checker ton pattern, puis genre, ce muscle-là de développement, d'observation de pattern, je pense que ça s'entraîne, ça se travaille, puis genre... 100%. T'es déjà dans le mode solution, là. Ouais, puis tu sais, on a déjà parlé ensemble, mais tout ce qui arrive, mettons, tu te dis, il faut que j'engage quelqu'un. Mon Dieu, OK, qu'est-ce qui va se passer? Comment? Puis là, un coup, je te demande, puis ça a été comment? Tu vas être comme, c'était super niaiseux, là. Ouais. Tu sais, dans le fond, un coup, tu l'as fait, t'es comme... à des situations. Ouais, mais c'est toutes des histoires qu'on se raconte par des croyances qu'on a qui sont pas nécessairement vraies. Puis là, on se crée des histoires, dire, il peut arriver ça, mon Dieu. Puis là, c'est que tu t'auto-sabotes, tu reviens tout le temps à ton 25 degrés Celsius de genre, je reviens, puis à un moment donné, c'est que quand tu te garages dedans, tu dis, OK, je le fais, là, puis regarde, pas grave. On verra, puis ça plante. Tu sais, dans le fond, là, c'est quoi le pire qui peut arriver? Tu prends une décision au niveau de ta business, au niveau whatever, ça plante.
OK. Bon, ben, admettons, le pire... J'espère que tu apprends de cette situation-là. Exactement. Puis un principe du stoïcisme, tu lis Ryan Holiday qui est très fort sur le stoïcisme, c'est, OK, ben, tu te demandes, mettons, une fois par mois, tu te dis, c'est quoi le pire qui peut m'arriver dans la vie? J'ai pas de manger, j'ai pas de place où rester, j'ai pas de linge, j'ai pas de job. Il dit, essaie de vivre de même pour une journée. Pour te rendre compte que tu dis, ben, dans le fond, c'est ça le pire qui peut arriver? Ouais. Non, OK. Ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt par rapport à le pire qui peut arriver avant, il y a vraiment plusieurs années. C'était que tu meurs. Ouais, exact. Là, aujourd'hui, c'est que t'auras peut-être pas de Wi-Fi pendant 3 heures parce que ton serveur il est down ou genre. Exact. Mais on se crée des stress avec Ouais. ça, tu sais. Mais de se rendre compte que la pire. Tu sais, tu fais faillite demain matin, ou je fais faillite demain matin, là. Mais j'ai réussi à bâtir de quoi une fois. Je pense que je vais être capable de le refaire, puis que ça va aller plus vite. Puis je vais avoir appris de pourquoi je me suis planté, là. Qu'est-ce qui a fait dans ça que j'ai planté, puis tu vas. Fait que, tu sais, il faut pas avoir la peur de prendre des décisions, d'essayer des affaires, tu sais, pour vrai. On l'entend souvent, là, mais on a juste une vie à vivre. Là. Puis demain, peut-être que tout à l'heure, je vais sortir, là, je vais me faire frapper puis je vais crever d'être là. Tu sais. Peut-être. T'as Fait joué de bas, par exemple. Non, mais je sais. Tu podcast. Tu sais, c'est pas. Je pense pas que c'est négatif de penser de même. Tu sais. Moi, je me dis souvent, quand je me lève un matin, je vais mourir. Puis dans le stoïcisme, ils disent memento mori. C'est la. C'est une des. Conscient de ta mort qui va arriver, là. C'est la seule chose que t'es sûr qui va arriver dans la vie, c'est ça, là. C'est vrai. Fait que d'en prendre conscience, puis c'est pas défaitiste, puis c'est pas négatif de dire ça, mais c'est de dire, OK, aujourd'hui, si je sais que je vais mourir demain, là, qu'est-ce que je ferais différent aujourd'hui? Quelle action je prendrais? Qu'est-ce que, au fond de moi, je me dis, hey, j'ai tout le temps rêvé de vouloir faire ça, là. Pourquoi je le fais pas? Puis c'est pas, tu sais, j'ai tout le temps rêvé d'aller en Italie, puis tout. Ouais. Oui, là, mais c'est comme ça, tu peux pas dire j'achète un billet puis je vends toutes mes affaires, je m'en vais là parce que il y a là après, là, mais je veux dire, quelque chose de constructif, quelque chose de. T'aimes pas ta job, mais t'as tout le temps rêvé d'être styliste ou de je sais pas, de faire des podcasts, faire des vidéos, tu sais, comme. Commence, puis. Bon, il aussi. C'est ça. C'est drôle que tu dis parce que tu as mentionné que c'est pas de manière défaitiste que tu dis ça, mais souvent les gens qui sont. Je vais reculer un peu, là. Je me rends compte que moi aussi je pense comme ça, OK? Je pense que d'être conscient qu'on va crever, c'est la seule chose que tu es certain. En fait, là, je suis plus vraiment sûr, en fait, à cause de tout ce qui est comme les cells therapy, puis genre, est-ce que tu peux, genre, potentiellement jamais mourir, là? Et là, on est dans un air un peu comme entre, c'est-tu vraiment vrai, ça, ou ça va-tu vraiment arriver avec la science et tout? Mais, mettons qu'on se dit que, bon, 2-3 générations plus tôt, remarque, il le faisait peut-être dans l'armée, puis on le sait juste pas encore, là, mais anyway, on n'embarquera pas dans la spéculation. D'être conscient que toute chose a une fin, je pense que ça te fait vivre plus facilement dans le moment présent. Ouais, ça te ground à la situation qui est comme aujourd'hui. Bon, qu'est-ce que tu peux faire de bien aujourd'hui dans la situation que tu as, dans ce qui t'est offert, ce qui t'est proposé. Puis comment tu vas prendre pas avantage, mais comment tu vas comment tu vas transformer cet événement-là en le plus positivement possible pour en grandir idéalement. Puis en tout cas, on pourrait philosopher des heures sur le concept d'être conscient de ce que tu as puis de pas prendre pour acquis les choses ni les gens. Mais je pense que les personnes aussi, tu sais. Les gens, oui. Les gens, tu sais, comme ta blonde que tu as présentement, faut que tu prennes en considération d'être reconnaissant que tu l'as, mais qu'à un moment donné, elle sera plus là. Ouais. Soit qu'elle va partir, soit tu vas partir, whatever, ou soit qu'elle va mourir ou tu vas mourir. Mais à un moment donné, elle sera plus là. Fait que tes parents, c'est la même chose. Puis dans un podcast avec Tom Bilyeu, ouais. Il y a un gars, il disait, je me souviens plus c'est qui l'invité, mais il disait, tu vois tes parents combien de fois par année? Là, Tom, il dit... C'est-tu le essai de Ryan... pas Ryan Kelly, Kevin Kelly? Je sais plus c'est qui. Il y a un essai que Tim Ferriss avait partagé à un moment donné en ligne, puis genre, je vais te laisser continuer. Fait que là, il disait, OK, combien de fois par année tu vois tes parents? Là, il dit 2 fois. OK, 2 fois. Ils ont quel âge? Là, il dit 65 ou 70. OK, il dit, OK, ben l'âge moyen le monde, il meurt environ à 80-82 ans. Fait que là, il dit calcule le nombre de fois qu'il reste à te voir. Puis là, il était comme, je pense que ça revenait à 16 fois, puis il était comme, oh shit, man, 16 fois. 16 fois, puis ça, c'est fini, là. Ouais. Je vois. Fait que, tu sais, de te mettre en perception, de dire, OK, shit, la prochaine fois que je vais aller manger avec ma mère, là, ou mon père, il en reste 15. Je vais lâcher mon esti de cellulaire, je vais être là à 100% quand je vais y parler. Tu sais, même chose, on prend tellement des affaires pour acquis, puis quand ça arrive, on est comme, ah, maudit. Mais il n'est pas vu venir, esti. Ouais, c'est ça, sauf que l'affaire, c'est comme. Tu sais, combien de relations, puis je dis pas que je suis parfait de ce niveau-là, là, loin de là, mais combien de relations que après que la relation finit, t'es comme ah, j'aurais dû lâcher mon sel quand j'arrive chez nous le soir, être plus là pour elle, et demander plus comment ça a été sa journée, blablabla, gna.
ouais, mais pourquoi tu l'as pas fait, là, tu comprends? Puis je dis pas que c'est facile à faire, mais je dis juste que faut que tu vives dans le fait que tu vas te faire enlever qu'est-ce que tu as présentement, tu sais. Tu peux toujours te faire enlever ce que tu as présentement. T'sais. Exactement, fait que tu sais. Surtout, je veux pas dire surtout en business, parce que au niveau relationnel aussi, ça doit arriver à des gens que tu prends pour acquis ta femme, puis là, oh, c'est drôle, elle a un nouveau mari. Exact. Mais en business, tout le monde veut ta job, tout le monde veut tes clients. Fait ouais, exact. Puis tu sais, t'es don't pas... get comfortable. C'est ça. Puis tu sais, moi j'aime ça me rappeler que t'es pas spécial pour personne. C'est vrai que moi je me dis, OK, ben je suis reconnaissant que le monde vienne me voir, je suis super content, mais qu'ils peuvent aller voir un autre coach. Puis pour eux autres, ça changera pas grand-chose. Peut-être qu'ils m'aiment bien là, mais tu sais, fait que... Parce que t'as un bon branding. Ouais, exactement. Mais que je vais faire en sorte que le monde, ils veulent vraiment rester, puis qu'il y ait une appartenance forte avec ce que je fais, puis tout, je les prends pas pour acquis, parce que je sais très bien qu'ils peuvent aller voir ailleurs, puis qu'ils vont avoir peut-être même plus de résultats, ou X, Y, Z, mais tu sais... Il y a tellement de facteurs, là, il y a tellement de... Ouais, mais de rester tout le temps dans ce mindset-là, que Colin, je prends rien pour acquis, puis... Tu sais, d'être reconnaissant de ce que t'as, mais de faire en sorte que tu puisses garder ce que t'as, puis tu puisses améliorer, puis... Build on it. Ouais, exact. Fait que je sais pas pourquoi qu'on est rendu sur ce on sujet-là. On a commencé à parler de philosophie, mais ça me ramène surtout à... Je sais pas pourquoi ça me bug, là, mais l'aspect du cerveau reptilien, là, que j'ai l'impression que c'est l'ombre derrière toutes les décisions qu'on fait ou qu'on prend ou qu'on est sujet à, puis que lui-même, le cerveau reptilien, il a probablement de la misère à s'adapter à notre réalité d'aujourd'hui. Ah, mais c'est qu'en fait, tu sais, faut que tu dises que ton corps, de la façon qu'il réagit, c'est juste pour te survivre. Exact. C'est juste pour t'aider, dans le fond, là, tu sais. Puis... Quand tu cheat meals, parce que tu crimes, t'as faim. Mais j'ai écouté une chose, excuse-moi de t'interrompre. Non, je pense pas que t'as faim, par exemple. Non, c'est ça, plus maintenant. Là. Mais, non, effectivement. Puis, j'ai écouté une affaire de Jocko Willink. Il avait parlé sur le podcast de Tim Ferriss qui avait dit, tu sais, je pense que c'était sur son podcast à lui. Il avait mentionné, tu sais, quand tu prends l'avion, mettons, puis là, tu vois, les repas, c'est de la marde dans l'avion. Là. Tu vas pas mourir si t'attends 4 heures avant de manger en arrivant. Là. Exact. Puis le gars, il est comme 235 livres, huge. Là, il pourrait sensiblement tout le temps avoir l'air d'avoir faim. T'sais. Ouais, exact. Mais c'est que l'affaire, mais la bouffe, c'est une autre affaire parce que c'est très émotionnel. C'est une émotion que tu vas aller rechercher avec ton cheat meal. C'est pas parce que t'as faim. Tu sais, parce que l'humain, là, un moment donné, t'essaieras de pas manger de la journée. Jeûne. Puis quand j'ai lu ça dans un livre sur le stoïcisme, justement, c'est Marcus Aurelius, qui est un empereur qui a beaucoup amené au stoïcisme, puis il disait justement, passe une journée à faire comme si t'avais rien. Puis je le fais, j'ai fait une couple de fois de pas manger pendant tout, de faire un jeûne, puis tu sais, t'as faim, mais but did you die? Tu sais, comme non. L'humain est fait, tu sais, pour avoir des grosses périodes de starvation, oui, puis... c'est ça, exact. Tu sais, si t'as faim... Tu tords ton énergie pour quand il n'y aura pas de bouffe pendant 2 semaines, tu sais. Exactement, fait que je me souviens plus combien de jours qu'on peut survivre sans manger, mais quand t'as faim, puis t'as le goût de cheater, puis t'as le goût de manger de la cochonnerie, puis tout ça, c'est que tu veux un high de dopamine, un high psychologique, un boost de dopamine qui est le neurotransmetteur de la joie, si on veut. T'sais. Fait que c'est une question hormonale que tu vas aller chercher, mais t'as pas faim. Non, c'est drôle, j'écoutais le podcast de Joe Rogan, il parlait avec un docteur qui était un spécialiste en je sais pas trop quoi exactement, mais il mentionnait qu'il y avait un gars qui avait fait un jeûne de 40 jours avec juste de l'eau. Ah oui. Je connais un gars, il a fait comme... Il était en Inde, puis il a fait une retraite avec des moines bouddhistes, puis il a fait 2 semaines de jeûne. Il fait juste boire de l'eau. Puis il était comme... Au début, c'était dur, mais après ça... Fait que... C'est weird, hein? Ouais, exact. maigri un peu, là, mais... Ouais, mais... Tu sais, du maigri, mais... Tu sais, so what, genre, tu sais... Mais oui, 40 jours, c'est extrême, là, tu sais. Faut que tu fasses ça avec quelqu'un qui va te suivre, là, un médecin ou whatever, mais tu sais... Ouais, faites pas ça pour le fun, by the way, là. On recommande à la personne de jeûner sans se faire suivre par un médecin, là. Non, mais une journée, là. Ouais. Ben effectivement, des fois le week-end pour le fun, j'essaie juste de comme jeûner le plus longtemps que je peux, juste pour tester, parce que tu sais, théoriquement, moi l'association que je fais, c'est que manger égale énergie égale concentration égale je peux travailler. T'sais, c'est l'association que je fais. On pourra en parler vraiment en détail. Donc quand je travaille, je veux bien manger le matin, prendre des collations et tout, etc. Mais la fin de semaine, je me permets, à moins que je travaille le week-end, là, je me permets d'être plus lousse un peu sur la structure mentale que j'ai envers ce que je dois faire. Je me mets moins de pression, on dirait. Ah, exact. Mais, qu'est-ce que ça veut dire par mais la nutrition, oui, ça peut te donner de l'énergie, mais le corps va toujours aller chercher différents types d'énergie dans le corps. Okay. Donc, si tu manges pas, il va libérer des corps cétoniques qui vont donner de l'énergie. Il va utiliser d'autres substrats énergétiques pour donner de l'énergie en mode survie. Ouais. Fait que
Tu sais, le monde qui dit t'as besoin de glucides pour avoir de l'énergie, bullshit, c'est de la merde. C'est pas vrai. T'as pas besoin de manger de glucides pour avoir de l'énergie parce que ton corps va créer d'autres substrats énergétiques pour te donner de l'énergie. Puis si tu regardes les recherches, qu'est-ce que le corps a besoin de glucides pour fonctionner, c'est une affaire genre 0,4 de glucose pour le cerveau. Mais ton corps va convertir des protéines en glucose. Il n'y a pas besoin de glucose. L'humain, c'est la machine d'adaptation la plus incroyable qui existe. On s'est adapté pendant des millions d'années. Puis c'est pas vrai qu'avant, on mangeait aux 2 heures, on mangeait aux 3 heures. Fait que arrêtez de penser que quand t'as faim, t'es comme je vais mourir si je mange pas. Là. Ouais. Puis, ça aide pour les gains, par exemple. Ouais, mais ça dépend. Si tu veux prendre la masse, par exemple, c'est différent. Là, on parle de la majorité du monde qui sont comme. Ils arrivent au bureau, puis ils sont comme, OK, je vais juste manger à midi. Puis là, il y a des muffins sur la table avec un cappuccino glacé. Puis ils sont comme, non, j'ai vraiment trop faim, là, je vais manger ça, ça va me donner de l'énergie. Puis tout bullshit. C'est encore là, c'est une histoire que tu te racontes parce que ton émotionnel veut avoir un petit aide de dopamine grâce à ça. Mais c'est ça, fait que. Psychologie versus. Ouais, c'est mais insane. Le maillon faible chez la majorité du monde, pourquoi ils n'ont pas de résultats au gym, c'est leur psychologique. Ah ouais. Parce qu'ils sont pas capables de suivre un plan. Parce que c'est pas compliqué pour vrai avoir des résultats. C'est zéro compliqué avoir un plan alimentaire. Surtout pas quand t'as un plan en plus. C'est ça. C'est pas que là t'es laissé à toi-même puis que là tu trouves à tous les jours un petit peu l'information nécessaire. C'est au gramme près là ton plan. Exact. Puis on est à l'ère de l'information. Tout le monde a de l'information pour être riche, pour être. Je pense que c'est Jeff Bezos qui disait. Si l'ère de l'information serait si bonne, là, si tout le monde, ce serait juste l'information qui serait importante, tout le monde serait riche, il y aurait des abdos, il y aurait une femme, un pétard, tout le monde aurait la vie de rêve. Mais pourquoi personne là? Parce que c'est l'action après ça. Puis c'est l'action de suivre son plan, puis de jouer avec les motifs par rapport à tout ça, puis le mindset derrière tout ça, parce que ça revient à ce que tu disais, travailler sur soi-même est ultra important parce que si tu as des maillons faibles, il faut que tu les corriges pour avancer. Sinon, ton 25 degrés qu'on mentionnait tantôt, tu vas retomber à 22. Là, Exactement. Fait que le psychologique pour l'entraînement puis la nutrition. Puis le psychologique en entraînement aussi, d'être capable de pousser ton corps à un point que tu dis OK, je suis plus capable de faire un autre rep. Là. Ouais, mais tu vas en faire 5. Okay? Puis te dire je vais en faire 5. Joe Rogan il a donné un très bon conseil par rapport à ça. Je sais pas si c'est parce qu'il y a un background assez particulier. Il parlait avec 2 de ses amis qui faisaient un challenge que c'est Sober October, qui allait pas boire ni fumer pendant tout le mois. Il a mentionné que pourquoi que lui s'entraînait aussi intensément au gym, puis comment en fait, parce qu'il n'y a pas nécessairement de coach à y crier après en arrière. Il dit, moi je pense tout le temps que si ma famille y arrivait quelque chose, si j'étais en mode survie, si mettons il y a quelqu'un qui a un gun sur la tombe de ma mère, puis je suis devant lui, puis j'ai plus d'énergie. Tu sais, c'est assez deep dedans. Il dit t'as-tu encore d'énergie pour genre te lever, puis faire quelque chose. Puis il va vraiment dans des idées dark puis négatives. En même temps, c'est ce qu'il dit. C'est son mode survie, hein, tu sais. C'est l'aspect s'il arrive quelque chose, j'ai-tu vraiment plus de jus, tu sais. Quand je fais ma rep, là, je suis comme je pourrais en faire une autre, mais non, j'ai assez forcé. T'en avais encore un peu, là, tu sais. T'en avais sûrement 10 encore, c'est ça. Marie m'en a fait faire 10 de plus hier. Mais je pense que de pousser, le mental va casser avant le physique, là. Ça, je le sais. Tu vois le monde qui font des marathons, tu vois, puis c'est vraiment bon, selon moi, de pousser ton corps à des limites que ton mental est cassé puis tu continues, tu sais. Puis récemment, j'ai été faire... tu sais, ceux qui écoutent le podcast, ils voient pas la vidéo. Moi, je pèse 230 à 6 pieds. Je suis pas quelqu'un qui est très bon dans les affaires aérobiques de faire du cardio, OK? Je suis pas super endurant, puis... parce que veux pas, mettons, je marche, ben j'ai plus de poids à traîner que quelqu'un qui paye 180, right? Puis je m'entraîne pas pour ça. Puis cet été, j'ai fait beaucoup de hiking, puis je suis pas super bon là-dedans parce que je me suis jamais entraîné là-dedans. Puis cet été, j'ai écrit sur Google la hike la plus dure de l'Amérique du Nord. Puis de une journée, c'était au Mont Washington, mais c'était la traversée présidentielle que ça s'appelle. C'est 30 km en une journée. Okay. Et tu vas monter 7 monts. Avec une dénivellation de je sais plus trop combien, mais le premier mont est à 1600 mètres, sur 200 000 mètres, sur monte à... Puis moi et mon chum Hugo, on s'est dit, OK, man, on va faire ça. Fait que là, on part. Moi, j'avais fait les Adirondacks, puis on avait fait un autre. Okay. On avait fait 3 hikes dans l'été, okay. Zéro préparé, là, avec nos sacs à dos, puis genre, j'ai mon drone là-dedans, puis tu sais, veux pas, lui, Hugo, il pèse 260. Fait que faut quand même manger, OK? Fait qu'on a les sacs à dos bien pleins d'eau puis de bouffe parce qu'on part genre pour de 12 à 15 heures. Puis ça a été la chose la plus dure que j'ai faite physiquement. Puis mon mental était pété après, genre... Quand je suis arrivé, dans le fond, le Mont Washington est dans le milieu de l'hike. Quand je suis arrivé là, j'étais vraiment cassé. Là. Puis je demande au gars, puis il me dit... C'est combien de temps redescendre l'autre bord? Parce que nous autres, notre hôtel, il y avait comme un hôtel de jeunesse. Dans le fond, c'est que tu pars d'un bout jusqu'à l'autre bord. Fait que
on laisse le char à une place, puis on va dormir là. Le lendemain, il y a un shuttle qui te ramène, tu sais. Ok. Là, il me dit, ben, c'est encore le même temps que qu'est-ce que t'as fait. Fait que là, on arrive, puis là, ça fait 12 heures qu'on est parti. Là, j'ai dit, OK, il reste 12 heures. Man. Fait que ça veut dire qu'on va arriver à 3 heures du matin. Fait que, bref, j'étais cassé là, puis mon chum, on était deux, une chance, puis Hugo aussi, un estime mental. Fait que là, on était comme, OK, là, fuck off, si on descend. Puis là, on sort dehors, c'est nuageux à mort, il se met à pleuvoir, on est aïe, aïe. Fait que là, on part, mais on avait tellement le mental pété, puis de dire, hey, on peut plus continuer, là. Je suis plus capable, là. J'ai mal partout, j'ai mal dans les genoux. Tu sais, c'est dans la grosse roche, là. C'était pas un hike de plaisance, là. Il y a rien de le fun là-dedans, là, pour vrai. Mais on a tellement poussé notre corps à bout, puis on en parlait parce qu'on essayait de se changer d'idée parce qu'on était plus capable. Ouais. Puis on est parti le matin à 5 h, on a mis nos lampes frontales, puis il a commencé à faire clair à 6 h 30, mais le soir à 8 h, il faisait noir, on était en plein milieu du bois tout seul, les deux, là. Puis on était vraiment cassés, là, puis on en parlait, puis on était comme, man, le mental casse tellement avant le physique parce que ça fait genre 3 heures qu'on se dit qu'on est plus capable, là. Puis on continue pareil, là. Puis on se pousse, puis... Pas d'autre choix, là, tu sais. Non, c'était pas chaud parce que là, on était en mode survie, là. Mais quand tu... Là, après ça, le lendemain, j'étais comme, aïe, aïe, OK, là. Si je suis capable de me pousser dans les... peu importe les sphères de ma vie, autant que je me suis poussé pendant cette journée-là, je peux accomplir n'importe quoi, tu sais. Ouais. Mais c'est le mental qui casse avant le physique, puis qu'on se met des limites sur des affaires. Fait que bref, dans toutes les sphères de ta vie, tu t'imposes des limites qui sont très facilement franchissables. Fait que bref, parenthèse sur mon histoire, mais... Non, mais je suis curieux de savoir qu'est-ce que vous vous disiez pendant que c'était difficile. C'est quoi l'état d'esprit pendant ce moment-là? Ben, les deux, on aime beaucoup le stoïcisme, puis on lit beaucoup là-dessus, fait qu'on essayait de se rationaliser à se dire, comme, tu sais, c'est le fun, on profite d'une... Tu sais, comme... Plus de positif que de négatif. Ouais, c'est ça, on parlait Dans plein ton d'affaires, état, là, ouais. tu sais, comme... Genre, tout le long, on était comme, hey, on dirait qu'on est Frodon pis Sam qui s'en va porter l'anneau. Fait que là, puis là, on a rencontré deux autres gars, pis on était comme, c'est les deux autres hobbits. Ah, là, qui sont pareils. Ouais, les deux frères. Puis là, genre, il y avait Gimli, puis tout. Fait que, genre, on niaisait avec ça, puis on se créait une histoire avec ça, puis on jasait de plein d'affaires, puis c'était comme un peu de rendre ça genre un peu drôle ou genre parler de philosophie, puis on philosophait en marchant, puis whatever, mais c'était comme pas trop penser que genre comme je pensais que j'allais casser quelque chose tellement j'avais mal partout, là, fait que... Mais tu sais, je suis sûr que tu parles à des athlètes de haut niveau, ils ont des patterns qui causent justement à se dire quand j'atteins mon mur, là, à quoi je pense, puis à toi, là, ce serait intéressant faudrait t'aies un genre faudrait j'ai un athlète high performer, là, genre... Mais surtout au niveau sportif, parce que je pense que c'est quelque chose qui s'illustre bien, parce que honnêtement, un high performer en business, je veux dire, il y a tellement de facteurs personnels qui a travaillé sur lui-même qui n'est pas nécessairement comme analysable dans une situation très concrète. C'est comme un tout. Tu sais, tu regardes Warren Buffett, là, comme 80 quelqu'un, il est encore en business. Puis genre, tu sais, moi, quand je parlais avec quelqu'un à l'événement hier, puis tu sais, je mettais beaucoup d'emphase sur le fait que ça faisait 25 ans qu'il était en affaires, dans le même domaine, dans le même business, avec la clientèle qui a grandi avec lui. C'est insane, là. 25 ans, c'est quoi la fortitude, l'espèce de force mentale pour te pousser? Moi, je regarde pas parce que c'est la business ou quoi de même, mais la plupart de mon espérance de vie dans un projet qui m'intéresse, c'est 6 mois. Habituellement, si dans le 6 mois, je suis comme I'm bored, je fais d'autres choses. Là, je me suis rendu compte que en entraînement, ça va bientôt faire 10 ou 11 mois. Comme, ailleurs, j'ai battu mon seuil d'endurance, si tu veux, par rapport à quelque chose. La business, ça va faire à peu près ça aussi 9 ou 10 mois. Je suis en train de créer des records personnels. Puis je suis comme, c'est pas facile à tous les jours, là. C'est pas comme... Tu sais, personne me dit, Simon, faut que tu te lèves, là, faut que tu ailles travailler, là, tu sais. Non, faut que je veuille, faut que je me... C'est une scène, là, genre, c'est l'aspect de franchir des nouveaux paliers, si tu veux, personnels, autant en business qu'en athlétisme, que je serais vraiment intéressé, effectivement, je vais décortiquer ça, je pense. Je vais rencontrer des gens qui sont experts, qui sont des high performers dans vraiment des domaines particuliers, puis on va essayer de checker après ça les patterns qu'ils ont en commun. Ce serait vraiment quelque chose d'intéressant à faire. On peut-tu prendre une pause? Faut vraiment que j'essaie. Oui, effectivement, on peut faire une pause. Oui, OK. On est revenu de la pause. Ça fait du bien. Avant, je sais que là, le time flies, puis qu'on n'a pas beaucoup de temps. J'aimerais ça te poser une question par rapport à l'entraînement en particulier. Sûrement que ça va intéresser les gens qui sont comme Jacob Hamel, l'entraînement. On était supposé de parler d'entraînement, on n'a pas parlé d'entraînement. Effectivement, oui. Progression en entraînement. Ouais.
Je suis curieux de savoir c'est quoi ta perception puis ton idée puis comment que tu vois ça. On en a parlé un petit peu, tu sais, ça l'a touché un petit peu, genre la manière dont tu réagis mentalement par rapport à des situations qui fait que tu progresses ou pas puis les objectifs que tu as et tout. Mais je voudrais avoir ton point de vue de gens qui entraînent des gens ou qui fait entraîner des gens par ton équipe. Comment tu perçois ça, la progression? Donc, quel outil qu'on utilise pour mesurer la progression? Ou Ouais, qu'est-ce que tu utilises? Effectivement, OK. ouais. Fait que dans le fond, la progression, ben, tu peux l'avoir de côté. Ça dépend de tes objectifs, mais c'est surtout OK. côté physique que tu peux voir ta progression au niveau de ton poids corporel, au niveau du pourcentage de gras, au niveau de la masse musculaire, que c'est des choses qui peuvent être calculées. Moi, j'aime bien remarquer aussi la progression au niveau de la personne, comment elle se sent. Donc, j'ai un questionnaire que je pose sur le stress, la digestion, le sommeil. Et dans le fond, s'il y a certains points qui vont pas bien, mais on veut voir une progression à ce niveau-là parce que j'aime dire que l'entraînement, c'est comme un auto, tu sais, puis tu as des pneus qui sont le stress, le sommeil, la digestion, puis la nutrition. Puis ça fait un tout, c'est ça, puis c'est de même que tu as des résultats. Donc, si tu as un pneu qui est crevé, tu as beau le mettre le pied dans le fond pour t'entraîner le plus fort que tu peux, tu vas aller moins vite, tu sais. Fait qu'il faut que tes piliers soient très, très solides pour pouvoir progresser plus vite. Donc c'est ça, c'est une façon de voir la progression si les symptômes s'améliorent. Donc, quelqu'un qui a des gros problèmes digestifs, on va travailler là-dessus, puis magiquement, la shape, elle s'améliore. Sans faire trop d'efforts au niveau de la shape, mais quand on améliore le système digestif ou le sommeil, ou etc., ça améliore la shape. Donc c'est ça. Puis après ça, il y a progression au niveau des charges, au niveau de l'entraînement, comment ça progresse. On a un système qu'on ramasse des données, puis tout ça. Fait que c'est pas mal ça, tu sais. Tu peux voir au niveau de la progression, je pense aussi visuel dans le miroir, avec des photos, puis ça, c'est quelque chose de bien intéressant de faire ça. Tu sais, j'aime ça sur certaines personnes aux 3 mois, d'autres aux 6 mois, d'autres sur 1 an, tu sais, voir la progression, puis tu te dis, OK, shit, je suis parti de là, je suis là présentement, j'ai eu une grosse progression, donc c'est pas mal que ça, là. As-tu des... par rapport à tes intérêts et tes connaissances, as-tu des points où est-ce que t'aimes plus aller dans une direction avec quelqu'un pour analyser, je veux dire, pour voir sa progression? Est-ce que, tu sais, comment t'analyses la progression d'un cas typique, par exemple? Ouais, ben, dans le fond, qu'est-ce que j'aime... Le cas que j'aime mieux analyser, maintenant? Ben, de quelle manière est-ce que tu vas réagir devant une situation où est-ce qu'ils vont te poser des problèmes, peut-être au niveau digestif, peut-être au niveau sommeil? C'est quoi ton mindset par rapport à ça? Fait que tu veux dire, mettons, quelqu'un qui a des troubles X, Y, Z. qui progresse pas. Exact. Ben, en fait, c'est toujours trouver le maillon faible là, de la personne. T'sais. Fait que des fois, la personne elle peut avoir un trouble de digestion, mais ça peut être à cause qu'elle est trop stressée ou qu'elle dort mal. Ou, tout le corps est une unité. Cause à effet, est interrelié, puis il faut trouver le maillon faible. Donc, dans l'entraînement, c'est la même chose. Si tu progresses pas, mettons, au squat, OK, ben qu'est-ce qui fait en sorte que tu progresses pas au squat? Ça peut être une multitude de facteurs, dont ta technique, dont la force de tes abdos, dont la force de ta chaîne postérieure, dont la force de ton dos. Tu sais, il peut y avoir plusieurs facteurs. Fait que c'est décortiquer, puis trouver le plus petit... La plus petite chose qui va faire la différence, tu sais, puis j'en ai pas vraiment parlé, mais j'ai goût d'en parler de pourquoi ça s'appelle Quantum Training. C'est que le quantum, c'est la plus petite unité mesurable de n'importe quoi. Donc, exemple, une livre, il y a un quantum d'une livre. Donc, moi, je suis confortablement que les plus petits détails vont faire une différence. Donc, de trouver le petit détail, le maillon faible, qui va faire en sorte que tout le reste va aller mieux. Tu sais, fait que c'est ça. Donc, entre deux réponses, tu as intégré la qu'est-ce qu'est Quantum Training. J'ai plugué ça. Tu veux ça aller plus en détail par rapport à pourquoi tu as choisi ce nom-là? En fait, parce que je voulais quelque chose que je pouvais me dissocier un peu, que c'était pas mon nom, parce que moi, ce que je veux, c'est que Quantum Training soit reconnu et non Jacob Hamel, parce que là, maintenant, j'ai une équipe, puis ma vision ultime, c'est d'avoir une équipe beaucoup plus grosse que ça, puis d'avoir que ça avance beaucoup plus que ça. Donc c'est ça, puis je pense, tu sais, je pense vraiment qu'il y a plus d'opportunités de grossir ma business si ça s'appelait un nom différent. Puis j'essaie de trouver quelque chose de différent parce qu'avant, l'ancien business, ça s'appelait H2 Performance. Puis je trouvais ça correct parce qu'H2, on était deux là-dedans, Amel et Hébert. Donc c'est pour ça le H2. Hein. C'est moi qui ai trouvé ça. Nice. Mais je trouvais que ça faisait comme cliché un peu H2 Performance. Donc, j'essayais de trouver quelque chose d'un peu différent qui représente ce que je faisais. Ouais. Et dans le fond, je sais pas comment, je me souviens plus comment j'ai trouvé ça Quantum, mais là, j'ai été lire la définition, puis j'étais comme, oh shit, les petits détails qui font la différence. Puis moi, je suis ultra picky, c'est des petits détails au niveau de l'exécution, de l'exercice des clients, puis sur toutes les affaires. Donc c'est ça. Puis le logo, ben, je voulais quelque chose qui était comme, il y a 5 étoiles dessus, il y a un peu le signe des feuilles là, de
grec, là. Ouais, exactement, là. Puis comme Cadillac, c'est ça que je cherchais. Ok. Donc, tu sais, la Cadillac d'entraînement avec les 5 Ok. étoiles, je voulais que le logo représente qu'est-ce qu'on faisait puis qu'est-ce que je jouais. Donc, c'est pour ça, Quantum Training. Oh shit, that's cool. Ouais, On en avait vraiment jamais parlé. C'est quand même intéressant de connaître la réflexion derrière l'identité de ton brand, tu sais, parce qu'au final, c'est ce que tu es aujourd'hui et tu le représentes bien, je trouve. Merci. Ça va faire bientôt 1h30 qu'on parle, je pense. Là. En tout cas, je l'ai restarté, puis là, ça fait une dizaine de minutes. Merci, Jake, d'être venu. Ça fait plaisir. J'espère que les gens, vous allez avoir au moins une information qui va être utile et pertinente pour vous par rapport à notre conversation. Je pense que c'était vraiment nice. Beaucoup plus fluide, peut-être, que la première fois. Je sais pas. Peut-être. On regardera, puis on en rira par la suite. Où est-ce que les gens peuvent te trouver? Si t'as quelque chose à vendre, là, Ouais. it's time. All right. Fait que Instagram, Facebook, YouTube, Quantum Training. Il y a le Quantum Podcast aussi. Jacob Hamel sur Instagram, pour nos affaires plus personnelles. Et c'est ça. Fait que c'est des coachs qui écoutent. On offre aussi des formations en ligne sur notre site quantumtraining.ca. Des formations aussi au Pour gym. entraîneur, Ouais, pour entraîneur. Si tu veux devenir entraîneur, on donne des formations de ça. Si le monde sont intéressés à savoir plus sur nos produits, comment qu'on travaille et tout ça, dans le fond, entraînement, nutrition, les séances d'entraînement. Si vous écoutez, ben, je vous offre une séance d'entraînement gratuit avec un autre coach, soit avec Coach Mary ou avec Coach Frank. Et c'est ça. Fait que écrivez-moi sur Facebook, Instagram. Si on tape, Quantum j'imagine, Training. Google Training, Quantum Google Training, ouais, c'est ça. Quantum Training sur Google, on tombe sur toi en premier. Ouais, j'imagine. Ce serait nice. Faudrait Ouais. faire le test. Ouais, avant mais de je dire pense ça. que oui, Quantum Sûrement, Training. oui. Donc c'est ça, c'est là qu'on peut me trouver. Cool. Merci, Jack, d'être venu. Puis, Merci à toi de m'avoir invité. until the next one. Yes, sir. All right.